Deux monstres pour une soirée inoubliable. Ilia Topuria a mis KO Charles Oliveira et confirmé sa place à la table des meilleurs combattants actuels. Alexandre Pantoja a soumis Kai Kara France et confirmé sa place à la table des tout meilleurs combattants actuels. Et cette UFC 317 marquée par ces deux combattants si spéciaux a été un régal. Qui pourra arrêter Topuria? Combien de temps Pantoja va-t-il régner pour son 9e épisode? Aldric et Herbie vous fait le débrief de cette soirée pas comme les autres et de tout le reste de l'actualité du week-end MMA, sans oublier une projection sur les événements du week-end à venir. Générique. Aldric, on se retrouve après ce week-end dans son actualité. Il y avait un UFC 317 énorme, on va en parler très bientôt. Et d'abord, pour commencer cet Aldric NRB, je voulais dire, parce que c'est un jour important pour Jab Life, Aldric, on est content de pouvoir dire aujourd'hui qu'après 2 mois d'existence, Winamax a accepté de collaborer avec nous et de nous accompagner dans le développement de cette chaîne. Donc, ils seront désormais sponsors des contenus Jab Life, faire des émissions avec toi et moi, les Aldric NRB, les Jab Culture. Donc voilà, c'est cool parce qu'on a quelqu'un qui va pouvoir nous accompagner pour continuer à faire grandir cette chaîne. Et on va commencer dès cette semaine. Vous aurez en fait dans chaque une de nos émissions un petit passage où on parlera de certaines côtes qui seront dans nos débriefs ou dans nos previews. Enfin voilà, on vous fera vivre à l'intérieur éditorialement de ce qu'on raconte. Mais voilà, merci à Wina pour la confiance parce que ça nous permet de se développer et de continuer la chaîne. Et c'est comme ça qu'on grandira et qu'on avancera. Aldric, Las Vegas, UFC 317, l'International Fight Week. On avait fait la preview la semaine dernière. C'est souvent un des événements les plus attendus de l'année. Celui-là, il n'a pas déçu. Quelle carte incroyable, Aldric. Tout. Pour moi, des prélims jusqu'à la main, mais co-main, il y a aucun combat qui ont détonné. Ça a été un très très beau UFC, tant sur le point de vue technique que scénaristique. Tu vois, il y a eu des KO, il y a eu des combats âprement discutés, parce que des fois quand on dit une décision, on dit ouais, non, là c'était pas long. Même les décisions qu'il y a eu, c'était des belles décisions avec des sacrées guerres. Non, c'est un très bel UFC. Tu sais, dans le Jab Culture où on avait fait le MMA est-il en crise, on était assez d'accord qu'il y a parfois trop d'events, trop de choses. Enfin, tu vois, c'est normal avec le roster qu'ils ont. Mais donc, elles sont un peu plus rares, je trouve, les cartes où du début à la fin, tu t'éclates. Mais alors là, plaisir total, quoi. Ouais. Vraiment, vraiment. Validé. Et pour le petit clin d'œil, parce que tu sais que je trouve que le MMA dans les grosses catégories me plaît moins que celui des petites catégories. Tu t'as pas remarqué un truc sur la carte? Pas de poids lourd. À part le premier combat des prélims, il y avait ni heavyweight, ni light heavyweight. Ouais. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça comme ça. Et en petite passe D sur l'événement global, on peut noter que Dana White, parce que ça rejoint aussi toutes les discussions qu'on avait eues dans Jab Culture et nos idées, que Dana White a dit la phrase « Si c'était possible, je ferais les Dana White Contender Series toutes les semaines, à jamais, s'il y avait assez de talent. » Donc, tu vois, ça revient à ce qu'on disait. Hein, ça va finir par s'installer, ce truc des Dana White Contender Series permanent. Ça va l'être possible. Petit à petit, tu vas voir, ils sont en train de changer les systèmes. Je pense que d'ici un an et demi, ce sera plus facile de rentrer à l'UFC, mais plus difficile de gravir les échelons. Exactement. Et ça va dans l'air du temps, en fait. C'est l'air du temps et ça confirme avec sa phrase que c'est la volonté. Et il n'y a pas encore assez de talent. Pour le coup, là, je suis pas d'accord avec lui. Il y a assez de talent, en vrai. Si tu vas dans le monde entier, tu peux en faire souvent. Si tu ne cherches que dans les endroits où tu as signé des gros broadcasts télé, il n'y a pas assez de talent. Voilà, j'en dirais pas plus. Exactement. Bon, on passe aux sportifs parce que c'est ce qui nous intéressait. Il y a beaucoup à dire. On commence bien sûr par le main event, la star du week-end. Ilia Topuria qui a mis KO Charles Oliveira dès le premier round. 10e homme de l'histoire de l'UFC, enfin 10e homme et femme confondus à devenir champion dans 2 catégories différentes. Les derniers avant lui, c'était Pereira et Jones. Il y a une stat folle quand même. Il y a 2 Géorgiens qui sont champions à l'UFC en ce moment. C'est autant que les Américains et les Brésiliens combinés. Alors qu'ils sont 5 dans le roster. C'est impressionnant. C'est juste incroyable ce qu'il fait. On va commencer par là, sur le global, puis on va rentrer dans les détails, mais quelle impression il t'a donné quand tu vois ce combat-là. T'es juste sur les fesses. Enfin, tu vois, c'est incroyable ce mec. La sérénité, elle est impressionnante, mais pas que. Charles, je trouve qu'il est rentré avec un bon game plan. C'est-à-dire qu'on a vu un peu de sol, on a vu des phases de clinch, et du coup, alors c'est pas que j'ai envie de faire mon rabat-joie, loin de là, mais j'ai envie d'en voir plus, parce que je sais pas en fait au niveau du gabarit, au niveau sur un vrai, parce que on est d'accord, Charles Oliveira, il est pétri de talent, mais c'est pas un lutteur. Et quand même, on a vu qu'il a réussi à prendre le double underhook sur une phase de lutte et tout, donc bien sûr que c'est une masterclass. Quand tu mets KO de la façon dont il l'a fait à peine la moitié du round, c'est une masterclass. Mais sur le gabarit, sur la lutte et sur l'usure physique sur 3 ou 4 rounds, j'ai envie d'en voir plus quand même. Ok, mais c'est intéressant parce qu'on va rentrer techniquement aussi dans tout ce qu'on a vu dans ce combat. D'abord, l'entonnoir un peu plus large. Donc, on a enchaîné Volkanovski KO, Max Holloway KO, Charles Oliveira KO. 3 personnages qui en plus sont adorés des fans. Pour le coup, parenthèse, mais j'espère que le prochain qu'ils vont lui donner, on va en parler aussi, mais ça pourrait être pas dit, ce sera quelqu'un de moins fan favorite, tu vois, parce que j'en ai marre qu'il éteigne tous les mecs qu'on adore, il y a. Parenthèse refermée. Mais non, je reste 2 minutes sur la parenthèse. Moi, si je suis Justin Gage,
je quitte la salle et je pars de l'UFC définitivement. C'était absolument horrible parce qu'en fait, il y a Justin qui est sur place, il y a Paddy qui est sur place mais tenue civile, et il y a le backup officiel sur place. Ça, c'est logique. Saroukian. Arman Saroukian. Petit, mais vraiment, quand tu regardes le broadcast, petit clin d'œil rapide sur Justin, petit clin d'œil rapide sur Arman et focus sur Paddy qui rentre dans la cage. Bon. Dana a dit que c'était pas prévu, ouais. qu'il n'était pas content de ça. Dana a fait ça parce qu'à mon avis, il faut rattraper maintenant. Parce qu'il va, à mon avis, il a dû avoir un coup de fil d'Ali Abdelaziz dans la minute qui a suivi la conf parce que là, c'est tendu quand même. Je vois ce que tu veux dire. Mais après, bon, on y reviendra sur la suite. Mais il veut pas de Saroukian parce qu'il a raté le poids en janvier. Il veut pas Paddy parce qu'il voulait pas qu'il monte. Il va bien falloir vouloir un combat, Dana, quand même. Moi, je dis franchement, Justin, j'aimerais. J'aimerais pas qu'il quitte l'UFC parce qu'ils vont finir par le faire partir. Moi, j'aimerais bien. Je trouve que pour avoir quelques réponses, notamment sur le gabarit, parce qu'on sait que Justin, c'est un gros lightweight. Je trouve que ça nous offrirait pas mal de réponses. Ouais, tu nous mets du teasing sur la suite tout à l'heure parce que moi, pour le coup, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas Geji. Mais voilà, ça tease pour que les gens restent là-dessus. Mais sur l'entonnoir, quand je te parlais de cette série-là, tout simplement, la question, elle est franche parce que je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux. C'est la meilleure série de l'histoire de l'UFC. 2-3 combats. 3 KO dans des combats pour le titre. Les mecs avaient 24 victoires dans les titres UFC cumulés. Les 3, si tu les mets ensemble. Alors, un peu sur la phase descendante, les 3. Un peu plus sur la fin que sur le début. Mais c'est la plus belle, j'en trouve pas d'autres. Ouais, puis pour moi, il est double champion là. Ils ont forcé Islam à rendre son titre sur la montée en welter, mais là, il est double champ. Là, il y avait 2 ceintures. Donc ça veut dire qu'il va redescendre des fois. Non. La deuxième ceinture, tu sais pourquoi il l'amène? C'est parce que, tu le sais, la ceinture, il la garde à chaque fois, les mecs. C'est juste qu'il a décidé de l'emmener et que l'UFC lui a pas interdit ça. Mais alors que Volk est champion des faiseurs. Ça les a pas dérangés. Ou est-ce qu'il va redescendre peut-être moi, je ne l'ai trouvé pas spécialement énorme. Hein. Ouais, moi, je l'imagine plutôt dans un délire perso de je veux avoir... C'est presque un truc Conor. À la Conor, quoi. Je veux avoir mes 2 ceintures. À quelques mois près. Souviens-toi, Connor, il la demande, tu sais, au Garden. C'est il vrai, dit ramenez-moi ma ceinture. On lui dit qu'elle est en coulisses. Il dit à des mecs allez la chercher. Je veux ma photo. Parce que je pense qu'Ilia voulait pas de sa photo. Mais je te dis encore une fois, je suis pas persuadé du retour en arrière impossible. J'ai l'impression qu'il a pas pris tant de masse musculaire que ça, moi. Qu'il a juste moins cuté. Je l'imagine moins, mais je l'imagine moins redescendre, moi. Je pense maintenant qu'il voit qu'il est à l'aise à ce point-là. Après, ça fait que 4 mois. Faut voir peut-être qu'il va s'étoffer un petit peu. En plus, il a déjà dit que je veux pas de Volk. Je veux pas de Volk 2. Ça me paraît plus bizarre. Mais bon, pourquoi pas, il pourrait faire un choix. Moi, je l'imagine pas comme ça. Mais c'est la plus belle de l'histoire. À 17-0, là, c'est la star de l'UFC. On parle pas de GOAT. Oui, bien sûr. On parle pas de GOAT. Mais au moment où on se parle, je pense que le mec qui a le plus de potentiel de vente de pay-per-view, de vente d'événements, de combat du siècle, c'est lui. Voilà. Pour moi, il vient de passer là devant Islam et devant tout le monde parce qu'il finit. Il finit et il met KO tout le monde, quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est la plus grosse star de l'UFC. Mais t'en vois des meilleurs de série de 3 combats? Non. Pour rester sur ma question? Non. C'était pas 24 victoires, mais 24 combats pour le titre cumulé, les 3 mecs qu'il a mis KO. Que des KO. Non. Avec la manière. Il a marqué l'histoire, là, vraiment. Et si t'enchaînes, on en reparlera aussi, mais si t'as un Islam dans pas si longtemps que ça, le run, il peut devenir légendaire absolu, en vrai. Bah, si t'avais pas prévu, on peut en parler. C'est quoi la suite? On va basculer sur la suite. Okay. Laisse-moi mon conducteur. Je te laisse ton conducteur. Il y avait aussi une stat intéressante pour rester dans ces trucs un peu plus général. C'est qu'il a pris à quelques jours près sa deuxième ceinture. En même temps que Conor McGregor l'avait prise au Garden en 2016. Et t'as vu même la posture pour finir en Grand Pound, c'est quasiment la même. Il y a des vrais parallèles. Moi, je me suis marré sur les réseaux en disant j'espère qu'il suivra pas le chemin de Conor post-double champ, mais ce sera pas le cas. Il est beaucoup plus la tête sur les épaules. Il a connu l'argent avant d'être champion. Conor, il a pris les 100 millions de Mayweather et il a brillé total. Donc je pense que ce sera pas le cas. Je pense qu'il va même pas chercher à aller en anglaise là, pas du tout. Non, je pense pas non plus. C'est normal que le geste il ressemble. Aujourd'hui, la plupart des mecs qui sont dans les salles et qui affûtent leurs armes, ils prennent exemple sur la gestuelle des combattants, ils prennent exemple sur leur modèle, à peu près même KT, tout ça. Donc ça, c'est... Je pense qu'effectivement, il a été un grand fan de Conor à une époque, et point, mais de là à dire il va aller en anglaise, il ira pas du tout en anglaise, tu verras ce que je te dis. Non, et puis humainement aussi, je pense pas du tout qu'il aura la trajectoire de Conor, et je pense qu'on peut être à peu près rassuré là-dessus, vu le bonhomme que c'est beaucoup plus tête sur les épaules. Même cette semaine, je l'ai trouvé hyper... détente, très respectueux sur plein de trucs, même quand il trash talk, ça se fait dans un respect. Je pense qu'il a trouvé son personnage, tu vois, plutôt que de forcer le truc. Il est arrivé à un niveau de maturité et de sérénité. Tu parlais de sérénité tout à l'heure, quand il arrive dans la cage, c'est un délire. Ouais. Sur sa tête, tu vois qu'il sait ce qui va se passer. Il y a le côté, je sais que Baba avait dit au plateau RMC, c'est le méchant du film. C'est vraiment ça. Il est incroyable. Le capital confiance qu'il a aujourd'hui, il est très important. Complètement. Il sait qu'il va éteindre les mecs. Il fait la fête 2 jours avant. Hein. T'as vu ces images-là?
Parce qu'il dit, j'ai fait tout le travail, donc je célèbre avant de faire le combat. C'est un niveau de confiance en soi. Mais le pareil avec McGregor, il m'a fait marrer parce que je voulais te poser une question, Aldric. Le Iliad, maintenant, il tabasse Conor Prime? Donc, on parle Conor Alvarez, le soir d'Alvarez. Je pense que quand même, il est plus complet. Ouais. Ça fait une belle guerre parce qu'il était vraiment fort, Conor. Notamment en fait, là où était fort Conor, mine de rien, même si la gestuelle se ressemble, c'est pas les mêmes. Conor, Non. il était vraiment plus fort dans l'anticipation. Les timings. Et Ilya est plus rapide, plus explosif. Je pense qu'il frappe plus fort. Alors, il y a plein de gens qui vont dire attention, je pense globalement, il frappe plus fort. C'est-à-dire que Conor, il était très puissant sur notamment son crochet bras avant et tout ça. Mais ouais, je pense que globalement, il frappe plus fort que Conor. Que c'est plus un athlète accompli quand même, parce qu'il est plus sérieux, notamment dans la recherche scientifique, tu vois, il bosse avec un médecin, question hyper barre, on va pas revenir dessus, mais il va chercher très très loin, tu vois. C'est 10 ans plus tard, finalement. Et, et je pense que même son grappling et tout, c'est plus fort. Ouais, bien sûr. Conor, qu'il a d'ailleurs félicité, tu vois, pour une fois qu'il a fait un message à peu près correct, Conor, un soir de UFC numéroté, c'est cool. Mais ouais, je pense, même si la gauche de Conor était létale, c'est plus complet. Même son anglais, son striking debout, il est tellement explosif, tellement rapide. Posé, ouais. Eh ben, on en vient au combat en lui-même. Il n'y a pas grand chose à dire puisqu'il a duré 2 minutes 30. La séquence de grappling, c'est compliqué. Deux séquences que je veux analyser, moi. La première, c'est la séquence du finish aussi, bien sûr. Il n'y a pas à dire, Aldric. Je parlais au coach là, mais les fondamentaux, ça sert à quelque chose. Parce que ça reste du travail très fondamental. Jab au corps, parce que dans le replay, il montre pas assez le jab au corps qui est avant les jabs à la tête. Oui. Jab au corps, jab à la tête, double jab à la tête, ça ouvre les mains, crochet, terminé. Mais il s'est un peu jeté. Oui, Charles se jette. Ouais, mais c'est Charles, c'est Charles. Je veux dire, Charles, il passe de kicking range à boxing range sans aucune feinte avec les mains sur le visage. Tu vois, je veux dire, la chose qu'il fait, c'est encaisser des frappes, notamment le jab au corps et le premier jab au visage. Et de là, il décide de raccourcir la distance. Sans feinte, sans rien, sans changement de niveau. Est-ce qu'il était... moi, je l'ai quand même... C'est pas pour enlever du mérite. Le début de combat, je le trouve super de Charles, mais je l'ai quand même trouvé résigné assez rapidement quand même. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai un bémol sur le début de combat. Il y a beaucoup d'utilisation. D'ailleurs, début de combat et post-séquence grappling. Il utilise beaucoup les kicks de la jambe arrière. Ce qui est une arme, on en avait parlé dans la prévue contre Topuria, pour l'empêcher vraiment aussi de casser cette distance et tout. Mais Topuria le punit avec un... Regarde bien, il y a jab à chaque fois. Ouais. Il se fait contrer du jab. Alors, est-ce qu'il doit plutôt utiliser la jambe avant? Moi, je me demandais devant l'écran, est-ce que tu vois, c'est une mauvaise utilisation de la mauvaise jambe pour le garder plus à distance? Ça manque de feinte surtout, parce que c'est téléphoné un peu, tu vois, c'est des jambes vraiment en puissance, façon un peu Muay Thai, shoot et box. Quand je dis Muay Thai, que les puristes ne me lancent pas une pierre, le Muay Thai un peu façon Brésil, tu vois, je trouve que c'est des frappes très appuyées, mais qui sont assez visibles, tu vois, et on reste un peu dans cette tradie quand même. Il n'y a pas beaucoup d'évolution. C'est le Charles Oliveira qui combat là, c'est le même techniquement que celui d'Islam il y a 3 ans ou 4 ans à Abu Dhabi, quoi, tu vois. J'aime toujours le personnage, sa gentillesse, sa simplicité, on l'aimera toujours. Mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution. Alors peut-être où il est arrivé à son pic depuis 4-5 ans et il progresse plus, chose que je peux entendre. Surtout avec la carrière qu'il a. Ou il a peut-être besoin de se renouveler aussi, tu vois. Peut-être parce que c'est vrai que il s'est fait tatouer le nom de son coach dans le dos et le nom de son équipe, la shoot et box. J'ai pas l'impression qu'il s'entraîne beaucoup ailleurs. Peut-être que moi-même, je le dis, tu vois, quand mes gars ils vont ailleurs, ça leur fait du bien, ça ouvre un petit peu des perspectives et ça fait évoluer en tant que combattant. Et là, tu te poses la question quand même. Je le trouve peu ou pas évolué du tout. Et intéressant parce que tu as dit que tu l'avais trouvé un peu résigné. T'as cette Après impression-là. la séquence de grappe. T'as l'impression en fait d'un mec qui sait, qui a la confiance absolue, on en a parlé Topuria, qui sait ce qu'il va faire, et d'un autre qui en fait sait pas grand-chose. Je pense qu'il y a cru sur la séquence de sol parce qu'il est vraiment bien placé. Je veux dire, il peut passer en saddle, il peut attraper la jambe, et en fait Topuria c'est millimétré, et surtout ce qui est fort, c'est qu'il cherche pas à casser le sol et à se relever tout de suite, parce que là Charles aurait capitalisé. Il cherche à passer la garde et il lui montre direct qu'il a absolument pas peur de son sol. Et j'ai trouvé ça mentalement, pour inverser la tendance et faire douter Charles, je pense qu'il n'y avait pas mieux. Parce que, tu sais, il a vraiment l'habitude, rappelle-toi, que quand il s'asseyait par terre, les mecs ne voulaient même pas y aller, tu vois. Donc, il a souvent eu cet ascendant. Donc, il y a Islam qui l'a un petit peu fait réfléchir là-dessus. Islam, lui, il a finalisé. Let's go, on y va. Ouais. Mais après l'avoir touché quand même, et après l'avoir bien usé, on va dire. Sur un grappling pur, je sais pas, tu vois, si ça serait passé. Et là, carrément, en début de combat, il panique pas du tout. Il dit, vas-y, on va grappler. Et je pense que psychologiquement, ça... Ouais. Bah, on rentre sur cette séquence-là, mais moi, je trouve que c'est la séquence la plus impressionnante en fait, du combat. Parce que bon, son KO Power, on l'avait vu, on le savait. Ses qualités en anglaise, il y avait pas de doute là-dessus. Alors par contre ça, dès le début de l'échange, en fait,
Il arrive à tenter la position crucifiée et tout. Enfin, il est serein. Ouais. Il est Il veut autoritaire pas s'en dans aller. son grappling. Il ne cherche pas à se remettre debout. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et il se met pas il est pas en stress à dire il veut absolument que je sorte, faut que je sorte parce que l'autre il va me soumettre. Il a une sérénité face à Charles je te Oliveira. dis, moi, je pense que mentalement, ça a impacté Charles. Qui a l'habitude, quand il est dans de bonnes positions, que les mecs s'empressent de partir, tu vois, capitalise sur le scramble et s'en vont. Et je pense que même tout son jeu, il est là-dessus à Charles. Il laisse des ouvertures pour capitaliser dessus et monter triangle, clé de bras, clé de jambe, tu vois. Et là, je pense qu'il s'est dit, ok, c'est fort en grappling, en fait. C'est technique, Ouais. c'est serein. Bah, c'est un grappleur à la base, quand Ouais, même. bah oui, bien sûr. Tu vois. Mais c'était bien de le remontrer, en fait, parce qu'il y avait des doutes. C'était un peu le gros doute. Si Charles l'amène au sol, qu'est-ce qui se passe? En effet, tu remontes de ça, quand il remonte debout, là, parce que Charles reste au sol un peu, puis l'arbitre les remonte. Dans la tête de Charles, tu dois te dire, ok, Ça se voit. comment je bats ce mec-là, en fait? Ouais. Parce Je te jure, ça se voit psychiquement. Après, il y en a qui disent, ouais, il est fatigué du cut. Ça fait des années qu'il cut pareil. Je pense pas, moi, qu'il soit. Je trouve pas que son physique ait considérablement évolué, tu vois, physiquement. Donc, moi, je pense pas que ce soit le cut. Je pense que là, ce momentum a sapé le moral de Charles. Parce que c'était peut-être ça le game plan. Peut-être que. Tu vois, mais t'as vu, moi, j'aime bien. Alors, l'adversaire de Faresiam, ça n'a pas marché. Mais on revient à des game plans. On retente des game plans façon Minotaur, année du Pride, quoi. La garde. Il a pris ce qu'on appelle une garde à la volée, tu vois. Et c'était osé. Moi, j'ai trouvé que c'était osé. Il a lutté. Il a eu un double underhook. Ouais, au ça a moins, bien il a tenté défendu, quelque chose. Et il a tenté un truc qui a failli capitaliser. Et je pense que il s'est dit, OK, mon grappling, ça va être compliqué. Je pense vraiment qu'il s'est dit ça. Et une minute après, il est au sol, Ouais. il voit les étoiles. Donc, tu vois, en tout cas, je sais pas s'il était résigné, mais dans les faits, c'est ce qui s'est passé. C'est Donc, ça. c'est cette excellence quand même de la boxe de Topuria. Est-ce qu'on a vu plus gros puncher en vrai? Pound for pound à l'UFC. Est-ce qu'on Plus gros puncher, on a vu. plus Tu vois, gros puncher. Francis, c'est Francis, les gars. Non, par mais exemple. par rapport à la caté de poids. Voilà, ouais. par rapport à ta caté de poids, la façon dont il explose, qu'est-ce qui va vite, qu'est-ce qu'il est précis, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est puissant. Ah, il n'y en a pas eu beaucoup. Ah, il y en a pas beaucoup. Non. C'est dur, tu vois, c'est dur d'en trouver un comme ça, quand tu cherches de tête. Pourtant, on en a des fighters en tête, Aldric, je sais. Mais Ouais, je réfléchissais, non, mais. Et puis, il y avait des mecs qui venaient de l'anglaise et qui frappaient relativement fort, mais pas forcément aussi technique, pas forcément. la puissance, les setups pour C'est mettre ça. en place ça. L'équilibre, on en avait parlé la semaine dernière, l'équilibre qu'il a, même au bout de ses combinaisons. Ouais. C'est une vraie galère, quoi. Et ça tue un peu, tu sais, que pendant un certain temps, moi qui suis, tu sais, très fan des deux, je me souviens de discussions sur des forums ou sur des réseaux aux mecs qui me disaient la boxe, ça se retranscrit pas bien en MMA. C'est pas, tu vois, c'est pas l'art martial sur lequel il faut vraiment se baser pour avoir un MMA efficace ou qui marche. Il est quand même en train de démontrer le contraire. Et un autre, Joshua Van, dont on parlera plus tard. Ouais. Mais en fait. Quand tu maîtrises bien ta boxe. Je suis pas tout Oui, il y a certains types de boxe. On va un tout petit peu parler en langage technique. La garde un peu picabou et le pied rentrait vraiment considérablement vers l'intérieur, un peu comme ils font chez Mayweather à Vegas. Compliqué à retranscrire, ça c'est vrai, parce que tu fais pas face sur les low kicks, c'est compliqué, c'est une boxe très spéciale où l'épaule est en avant qui marche plutôt avec les gros gants et pas tellement avec les petits, mais c'est ce type de boxe qui marche pas en MMA. Pourquoi la boxe anglaise ne marcherait pas? 80% des frappes, elles sont données avec les poings. Ouais, non, les je sais gants, bien. c'est des gants de 4. À partir du moment... Je te jure que c'est des débats que j'avais, où les mecs me disaient non, c'est pas assez bien adapté, Mais tu c'est feras pas- pas la diff qu'avec ça, c'est pas possible. La garde de boxe, c'est la même garde que la lutte. Comment c'est pas adapté? La responsabilité défensive en MMA, c'est pas ce qui est enseigné en premier dans les gros gyms, mais c'est ce qu'on fait en boxe anglaise dès le début. C'est-à-dire, quand tu prends le cursus de formation d'un boxeur, l'insistance de la responsabilité défensive, il est hyper important. Chez nous, il commence, tu vois. Moi, je sais que c'est un sport qui est jeune et on a moins cette culture de la défense. Aussi parce qu'elle n'est pas directement valorisée, mais on en reparlera ça aussi. Elle n'est pas valorisée directement, mais à partir du moment où les frappes effectives elles sont valorisées, forcément la défense elle est valorisée, tu vois. Ouais, oui, d'une certaine manière, certaine manière. même si c'est caché. Ouais. Tu parlais tout à l'heure d'un Charles qui est quand même plus sur la fin, et c'est logique après sa carrière. Moi, je vois pas une version de Charles qui bat ce Ilia-là. Non. Fait. Même à son sommet, je pense qu'il prend la même. On l'avait dit la semaine dernière sur la review, c'est un match-up compliqué. Il y avait le poids qui pouvait jouer, c'était un paramètre infime, mais c'était un paramètre. Et là, on a vu que... Moi, je veux en voir plus sur un lutteur quand même. Parce que je te dis, c'est rare que Charles y rentre en lutte. Et là, je l'ai trouvé quand même, pas en galère, mais tu sentais que physiquement, il en imposait moins qu'à 66. Voilà, c'est peut-être moi qui suis fou, hein, mais moi, c'est quand même l'impression que ça m'a donné. J'aimerais bien en voir plus. Et du coup, gros doute sur le 77 quand même. Oui, ce qui est encore autre chose. Tu vois Là, on va bientôt entamer la suite. Mais pour rester sur celui-là, comment toi,
comment on le bat, ce gars-là? On en a parlé un peu la semaine dernière, mais on a fait aussi un épisode sur Ilia avec les copains Samir et Omar de Octogone, que vous avez retrouvé en version audio sur nos plateformes de podcast. Et où il disait, je crois que c'est Samir qui disait, en fait, il faut qu'il fasse une erreur. Moi, je suis un petit peu plus réservé que Samir, dans la mesure où, pour le moment, c'est dans la longueur qu'on l'a vu un peu en galère. Tu vois? Et... Quand le combat dure. Ouais. Quand ça dure, des fois, il s'impatiente un peu, tu vois. Il s'est déjà fait toucher, mais ça, on va dire que c'est un fight fact, tu vois. C'est moins significatif. Mais sur la longueur, on l'a vu quand même un peu galérer. Pas beaucoup, hein, mais on l'a vu un petit peu galérer par le passé. Donc, à voir. Une lutte où tu le pourris un peu, tu le forces vraiment à engager beaucoup d'énergie. Est-ce que ça... C'est une question, hein, pour l'instant, j'ai aucune certitude là-dessus. Mais est-ce que ça baisse pas significativement au 3e ou au 4e? C'est une question qu'il faut se poser, on l'a pas vu. Non, mais il y a plein de points où tu pourrais... De toute façon, on l'a dit aussi, aucun fighter est invincible, il n'y a pas d'arme, tu vois, magique. Mais il y a des trous, forcément, dans son jeu à exploiter. Mais pour les trouver... Et surtout pour les exploiter, parce que les trouver à la limite, pourquoi pas, mais les exploiter. Ouais. Tu sais, le kick pouvait être une solution. La gestion des kicks, mais il faut kicker plus fort que Charles. Et voilà, l'autre, il te punit avec son jab, et en fait, tout ce que tu essayes de faire, bah lui, il en profite aussi pour casser l'espace, en fait. Et pour tout l'espace que tu essayes de créer, il te le mange parce qu'il revient vers toi. C'est pas un manque de respect, mais Charles, ça a jamais été un très gros kicker. Tu vois. Non. Et je parle de mecs qui sont capables au 3e low kick de t'arracher la jambe, c'est pas son cas. Donc à voir, c'est vrai que ça, c'est un chemin aussi. Sur des calfs bien placés, ça peut être intéressant aussi. En tout cas, il y a un truc à dire, clairement, on est en train de voir de la greatness, comme il dit. C'est la meilleure star de l'UFC au moment où on se parle. Star et combattant extraordinaire. Ouais. Moi, j'étais assez simple, parce qu'on va rentrer sur Pantoja après sur le co-main. J'ai tweeté ce week-end, Pantoja, Makhachev, Topuria, vous me les mettez dans l'ordre que vous voulez. Pour moi, c'est le top 3 pound for pound dans MMA. Parce que tu connais ma définition du pound for pound, c'est les mecs avec les skills les plus complets. Merab, je peux le mettre dans la discussion, mais il est un peu plus unidimensionnel. Par contre, dans sa force, il est intouchable. C'est un monstre absolu. Mais sur ce qu'ils sont capables de proposer dans le jeu global de MMA, ces trois-là, ouais. C'est même symbolique de l'évolution du sport. On parlera de Pantoja, mais ce qu'il a montré dans le deuxième, il montre qu'il est grande classe debout aussi, vraiment grande classe. Ouais. T'es d'accord avec ces trois-là? J'ai rien à rajouter. Ouais, c'est de la grandeur vraiment qu'on est en train de voir, et c'est cool d'assister à ça, en fait, parce que c'est plus des stars comme l'étaient des Connors ou les machins. Par contre, les niveaux des combattants, ils sont extraordinaires à voir, tout simplement. La suite, puisqu'on disait, elle se demandait si quelqu'un avait les armes pour le battre. Donc, on entame enfin ce débat de la suite. Tu l'as dit, Paddy monte sur la cage, même si tonton Dana ne voulait pas. Mais bon, c'était vendeur. Hein. La séquence, elle est vendeuse. Déjà, est-ce que tu penses qu'on n'a pas dit sûr? Lui, il le veut. Hein. En conf de presse, il dit, je veux Paddy, je veux... Plus, tu sais, c'est marrant, il dit, Charles, ça m'a fait chier de lui faire ça parce que je l'aime bien. Par contre, Paddy, je le déteste, donc ça va me faire un plaisir de le corriger. En fait, je pense que d'un point de vue méritocratie, c'est Justin. Et je te dis, je pense... Ils vont devoir lâcher beaucoup d'oseille pour qu'il accepte de patienter encore un peu. Mais ils peuvent peut-être le mettre sur un money fight. Mais moi, je trouve que Justin, ça répondrait aussi à beaucoup de questions. Je te disais, le gabarit, parce qu'on sait que très gros lightweight, Justin Gaethje, c'est quand même le mec qui a appris à Khabib à cutter. Si on écoute les interviews de Khabib quand il est arrivé au State et tout, c'est quand même... il compte dans le game, il frappe très fort. Il a pris un round à Khabib et ils sont pas des matchs, ils sont pas légion à avoir pris un round à Khabib quand il était dans son gap. Moi, j'ai envie de le voir ce combat. Ne serait-ce que pour se dire deux gros strikers, même si je suis capable de dire que Ilya serait favori, tu vois. Moi, cette guerre debout, j'ai envie de la voir. En fait, c'est une des rares fois, Aldric, où je suis d'accord avec Dana White. Pourtant, ça m'arrive pas souvent. J'ai détesté sa sortie de title shot ou retraite pour Gaethje. Vous en avez fait le choix, je vous le reproche pas, hein, vous êtes des fighters, vous en avez fait le choix. Ali Abdelaziz l'a dit aussi, son manager. Et c'est vous qui avez accepté d'affronter Holloway. À ce moment-là, ils sont en pole position. Ils sont numéro 1 pour avoir le title shot. Ils ont accepté d'affronter Max Holloway. Il s'est passé ce qui s'est passé. C'est vrai. Et tu vois, ce côté pression en fait, moi j'ai envie de zapper cette ancienne génération. Et c'est rien de méchant contre eux. Ça place sportivement alors. Mais il perd et c'est fini. J'ai envie de Paddy, j'ai envie de Saroukian. Plus que de Gaethje. J'ai l'impression qu'on continue de tourner et que le côté Giant Killer. Tu penses qu'il mérite pas, toi? C'est même plus une question de mérite à mes yeux. Mais le côté Giant Killer et d'enchaîner que des mecs de 35 ans, tu vois, de Puerto-Puria, je veux la nouvelle génération. Ouais, mais est-ce que Paddy en a fait assez? Parce que tu sais qu'on lui reproche un peu. J'ai vu des reproches aussi ce week-end. Mais tous les mecs qui baillent à 35 ans, donnez-moi des jeunes qui sont sur une winning streak. La plupart des champions, ils ont 35 ans à l'UFC. Mais ça peut être un peu un reproche aussi qu'on lui fait. Je vois pas ce que ça apporte Gaethje. Et je vais te parler franco. Je pense que Gaethje, il se fait éteindre par le Topuria d'aujourd'hui.
il se fait éteindre. Moi, j'aimerais bien le voir. Sale, très sale. Moi, j'aimerais bien le voir. Je préfère Paddy. Je te jure que je préfère Paddy. Mais moi, ce qui me gêne, en fait, c'est ok, Paddy. Donc, tu bats Chandler et t'as un title shot. Ouais. Bah, Moïcano, tu bats BSD, t'as un title shot. Ouais. Alors, c'est situationnel. Voilà. Bien sûr que c'est situationnel. Mais on connaît. Là, il est pas blessé, tu vois, le champion. On connaît assez l'UFC pour savoir que tu vois que ça va dans tous les sens. Et puis, t'as une histoire quand même. C'est d'ailleurs une folie. Ouais, mais c'est quoi? C'est le deuxième UFC Londres où vous avez failli se marbrer C'est 2022. Ouais, c'est ça. Il y a 3 ans. Mais c'est ça qui est une folie. Si tu te remets il y a 3 ans, quand il y a l'altercation je crois que c'est à l'O2. Hein, ouais, c'est ça. Il me semble que c'est à l'O2, dans les coulisses. Mais qui aurait parié un copec que ce serait un title shot à 155 3 ans et demi plus tard? Ouais. Jamais. Tu te disais, au pire, ce sera un grudge match, tu vois, entre les deux. C'était pas dit la star à l'époque. Tu sais, ça me rappelle un peu à Adesanya Pereira quand il lui avait craché dessus. Il a dit, ouais, sans moi, ce sera encore un clodo dans un bar. Et à cette époque-là, Paddy, il l'avait démonté sur les réseaux. Et il était tellement connu. Il y avait une telle vague de hype. C'est à l'époque où il venait de signer son podcast et tout. C'était en train de devenir une star. Mais tu l'aurais pas donné un copec. Hein. Mais non, mais en vrai, Paddy, il participe à la starification de Topuria largement. Ouais. Ou en tout cas, à lancer un peu la vague. Après, c'est Topuria qui fait le taf dans la cage. Mais il a participé à ce truc-là. C'est trop vendeur, Aldric. Paddy. En fait, tu peux pas te perdre. Je comprends ce que tu veux dire. T'as battu que Chandler, t'as évité tous les tueurs, t'as évité les Gamrot, les filles, les Darius, les Moïcano, les Fiziev. Hein, tu peux le mettre dans la histoire, même s'il est que 10 en ce moment. T'as évité tous ces bourbiers, t'as pris Chandler qui est vraiment sur la fin, machin, tu le bats et on te donne le title shot. Mais en fait, il y a trop de risques à pas le donner là. S'il perd contre un mec Paddy, tu vois, tout de suite, le combat, c'est moins faisable. Là, l'UFC, ça reste un business. Dana, il a dit non. Toi, tu penses qu'il va revenir? Ouais, je pense que ça l'énervait qu'il soit monté alors qu'il avait pas donné son accord. Ça, je pense que ça l'énerve. Parce que c'est pas le question de monter. Il avait mis Joshua Van au bord de la cage pendant le co-main event. Donc, quand il veut vendre un truc, il sait vendre. Mais je pense que là, il maîtrisait pas le truc, donc ça l'a énervé. Mais tu peux pas passer à côté. C'est trop vendeur. Imagine, tu fais ça en Angleterre. La folie que c'est, puisqu'il a dit qu'il voulait pas aller en Espagne tout de suite. Faire ça en Angleterre, pareil, avec des Anglais à moitié endormis Ou alors ailleurs, mais même Vegas ou New York. New York. Paddy, il est connu aux États-Unis, son podcast, il passait au States, hein, d'ailleurs. Au Madison Square Garden en novembre, que ce soit le main event, ça. Mais alors t'inquiète pas que c'est rempli. Hein. C'est rempli et les Anglais, ils vont traverser l'Atlantique sans aucun problème pour venir. C'est trop vendeur. Tu prends trop de risques. Le combat en lui-même, je suis pas contre, en fait. C'est juste que, pour moi, tu vois, je sais pas comment dire, mais ça se mérite. Alors que Moïcano l'ait eu, mais parce qu'il a eu le courage de prendre Islam c'était quoi, 3 jours, hein, 3 ou 4 jours, je crois, quelque chose comme ça. Là, il faut respecter. Et que Moïcano soit respecté et considéré à l'UFC par rapport à ça, pareil. Mais là, pour moi, ça se mérite un titre, tu vois, je sais pas. Après, dans ma logique sportive, il y a un truc qui va pas, en fait. Je te l'ai pas cité quand j'ai cité Moïcano, parce que c'est tellement un grand nom que je comprends aussi qu'on le mette. Mais Poirier, battu par Gaethje, il bat BSD, title shot. Ouais, non, mais de toute façon, c'est Poirier, donc c'est autre chose. La KT, elle se cherche. C'est-à-dire que t'as des mecs qui arrivent, il y a des mecs forts, hein. 15e, 17e, 20e place, il y a des mecs vraiment forts qui arrivent. Et il y a quand même, effectivement, on pourrait utiliser le terme de colonne vertébrale un peu vieillissante sur ce top 15, où il y a quand même des vieux de la vieille qui ont du mal à bouger. Ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je sais pas, sportivement, moi, j'aimais bien Gage quand même. Non, mais tu sais, si c'est Fiziev qui bat BSD à la place de Poirier, c'est pas Fiziev qui a le title shot. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Là, si c'est pas Paddy qui bat Chandler. Après, Tsaroukian, ça a de la gueule aussi. Donc, si c'est Fiziev qui bat Chandler, c'est pas Fiziev qui a fait. Par contre, comme c'est Paddy ou Poirier avant, le star power fait que. Et entre Tsaroukian, admettons que Dana, il lève un peu sa colère d'avoir planté. D'ailleurs, c'est pas, c'est quoi, il s'est blessé au dos, je crois, en faisant le truc de Nina Drama, là. Tsaroukian, ça a de la tronche aussi, quand même. Mais des deux, je prends Tsaroukian d'abord. Parce que Tsaroukian, ça répond aussi, parce que on sait que c'est un gros aussi lightweight. On a vu sur la télé-réalité russe, là, le gabarit qu'il a en grappling hors combat, il est quand même costaud. Ça répond aussi à certaines interrogations sur la lutte et le grappe à 70 kilos, je précise, à 70 kilos de Ilia. Donc, mais c'est pas que je veux pas avoir Paddy, hein, c'est que Tsaroukian, à la limite, il y a de la méritocratie aussi. Je comprends 1000 fois plus Tsaroukian. Enfin, si tu me demandes le choix, j'ai les deux sur la table et je peux être matchmaker. Après, sa première défense, c'est Tsaroukian. Par contre, franchement, si tu le fais pas avec ce qui s'est passé samedi, c'est stupide. Si tu fais pas Paddy et que tu prends le risque que Paddy perde contre un mec dans le top 5. Il a tellement pris une dimension star power, Topuria, que s'il veut Paddy, pourtant c'est sa première défense de titre à 70, mais
Je reste persuadé, moi, que s'il veut pas dit, il aura pas dit. Tu lui dis pas non. 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 Tu peux pas. Tu peux pas lui dire non. Tu peux pas. Pas avec le run qu'il a. Et déjà, ils doivent avoir un gros problème avec l'Espagne pour que Dana dise c'est pas une option encore. Parce qu'avec la star power qu'il a, tu remplis n'importe quel stade en Espagne. Je sais qu'il y a Hunter qui s'est déplacé là-bas. Ou alors ils veulent pas payer. S'ils veulent pas payer les enceintes aussi, je crois. Je crois qu'ils ont pas mal de stades ouverts et que ça rentre pas dans le cahier des charges de l'UFC. Et des salles fermées, il y en a pas énormément. Mettez en commentaire si vous avez d'autres infos, mais il me semble que c'est par rapport à ça. Je peux dire une connerie, mais il me semble que le Bernabéu nouveau, le stade de Madrid, a un toit qui ferme. Pareil, en commentaire, dites-moi, parce qu'on n'est pas très foot, donc si on dit une connerie, dites-le moi. Mais si tu le fais fighter à Salt Lake City ou à Chicago, alors que tu peux pareil, le mettre... Tu sais qu'ils aiment pas trop les grosses enceintes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, leur domaine de compétence, il est sur 20 000 places, et ils vont un peu au-dessus, mais pas des masses, tu vois. Et en plus, un endroit qui est pas chez toi, parce que Bernabéu, c'est quoi, 80 000 places, tu vois. Ouais. Et pour avoir le peu de discussions que j'ai eues, parce qu'encore une fois, moi, je suis rien du tout avec l'UFC, j'ai eu de rares discussions avec Matchmaker et avec numéro 2 Hunter. Je pense que c'est un domaine de compétence où ils vont pas trop, ça. Surtout quand c'est pas chez eux, tu vois. Et on finit avec 2 questions sur cette suite et on passera au co-main event. Mais Tsarukyan, c'est le plus dangereux entre les 3 options qu'on t'a données. Ouais. Il le passe quand même. J'aimerais voir. Ça répondra à certaines questions sur le gars. Par contre, s'il le passe, on a un vrai problème. S'il l'éclate, enfin tu vois, s'il le met KO au premier round en défendant de la lutte et en machin, qui tu lui mets? Bah il y en a plus qu'un, il y a plus qu'un nom. Après faut faire monter les il y aurait pas dit, et je te dis derrière la relève qui arrive, elle est pas mal quand même. Il y a du monde hein. Il y a du monde. Non mais je te dis pas qu'il y aurait pas du monde à lui donner. Je te dis qui le bat. Là ça se complique. C'est plus compliqué. Ouais, là ça se complique. Si tu dois choisir, tu penses qu'ils feront pas dit quand même? Ouais. Si t'avais à miser. Ouais, je te dis, tu peux pas dire c'est la plus grosse star de l'UFC et dire bien sûr que quand t'es la plus grosse star de l'UFC, tu choisis. C'est trop écrit. C'est trop écrit pour pas faire pas dit. Si il veut pas dit, il aura pas dit. Et je te dis, quand tu regardes le timing et le calendrier des événements UFC, ça pue tellement le main event à New York. Ça fait mais t'as raison. Tellement de sens que ce soit. En tout cas, si c'est ce que Topuria veut, je suis sûr qu'il l'aura. Et on ouvre sur un dernier truc. C'était d'ailleurs marrant parce que Islam Makhachev, il a tweeté sur les fly, sur les 2 combats d'avant, et puis hop. La connexion internet a dû couper quand Topuria est passé parce qu'il n'y a eu plus de tweets. C'est celui-là qu'on veut. Aldric, Islam contre Topuria. C'est le combat de cette génération-là. Mais à 70. C'est notre Conor Rabib. Tu vois? C'est extraordinaire en termes de dinguerie de combat. Enfin, moi, j'aurais voulu le voir à 70. Je suis quand même 77, tu sais, c'est comme je suis persuadé que si Nassour Strickland il s'était fait à 84, c'était pas le même combat. Nassour s'impose. Ouais. Et parce que à 84, on avait un Strickland le lendemain, à peut-être 95, tu vois. Et on sait que Nassour, il est pas très lourd. Là, il a fait une photo pendant son camp, il est à 90 kilos, tu vois. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il est pas capable de remonter Topuria, à mon avis, hein. Il remonte entre 82 et 83, tu vois, kilos. S'il monte à 77, on va avoir un Islam qui va remonter à 85, 86. Oui, il va y avoir une différence. 88, peut-être, tu vois. Ça y fait, hein. Surtout sur un jeu de lutte et tout, ça y fait. Il y a 2 choix, en fait, sur ça. C'est, est-ce qu'on se dit pas, les mecs, Ilia défend 1 ou 2 fois sa ceinture, Makhachev va la prendre contre JDM, il la défend peut-être une fois. Makhachev, c'est pas aussi facile, hein, là-haut. Hein. Et en catchweight. Ouais. On fait ça à 74, il n'y a pas de ceinture en jeu. La fameuse KT qu'il devait faire à l'époque de Khabib et tout, là. C'était quoi? C'était 165. 165. Et qui correspondait un peu au KT de Axel O'Brave, je crois me souvenir. Tu fais ça en catchweight, il n'y a pas de ceinture en jeu, c'est The Fight. Ouais, Prestige Fight. Prestige Fight, c'est les 2 plus meilleurs de leur génération. Parce que moi, je pense que le chemin à 77, il est plein de ronces, hein, de Islam. Hein. Il est possible. Mais moi, je te mets un scénario, machin. Ou alors, t'as vu ce qu'il a dit quand même cette semaine, Ilia? Sa comparaison est marrante parce que c'est pas exactement ça, mais il dit, quand si quelqu'un parle mal à ma femme dans la rue, je vais pas regarder sa taille, son allonge ou son machin, je vais lui éclater la tête. Et il dit, donc j'ai aucun problème à monter sur Ilia. Si Islam a pris la 3e ceinture, qu'Ilia t'a battu Paddy et Tsarukyan d'ici là. Tu te rends compte l'ampleur du fight? S'il ose, je te dis pas qu'il le bat, hein, mais s'il dit, vas-y, je vais chercher une 3e ceinture contre Islam Makhachev, mais là, le combat, il est dinguerie, Aldric. Ah non, mais je suis d'accord. Il est fou historiquement. Donc, moi, ça me va aussi, finalement. Mais pour moi, le chemin, il est plus simple pour Topuria, là, de monter à 77, que pour Islam. Hein. C'est un bourbier, Walter, vraiment. Ouais, c'est un bourbier. Je suis assez d'accord avec toi. Marrant, il y a Belal Mohamed qui a tweeté il faut faire Ilia contre Francis. Moi, je lui ai répondu, mais tu
Ce sera à toi de faire tester les Canelo Hands à Ilia. On verra ce qui se passe. D'ailleurs, à propos de tweet, moi j'ai bien aimé la réaction de Sean O'Malley qui a dit mais heureusement qu'il n'a pas répondu à mon call-out, mais il a dit ça. Ça m'a beaucoup fait rire et moi j'aime bien l'autodérision. Donc là, O'Malley m'a fait beaucoup rire. Et sur Islam, mais comme ça, preview. Si un jour ça se fait, on fera une vraie belle preview dans Jab Live, vous le savez, mais comme ça, t'imagines quoi? Si on fait un catchweight, 74. Ouais. Toute la question, elle est là. Petit avantage en striking pour Ilia. Sur les timings, je pense qu'il est meilleur, Islam. Islam, c'est fou. Les timings qu'il a, boxe-lutte, sont phénoménaux, tu vois. Je trouve, sur le timing de lutte, je trouve meilleur que Khabib. Sur le chain wrestling, un petit peu moins. Donc, absolument, combat fou et très difficile à... Maintenant, on a déjà vu par le passé que Islam, c'est pas Khabib et qu'il peut tomber. Donc, petit avantage à... Si le poids, il est pas trop haut, qu'il n'y a pas 5, 6, 8 kilos d'écart, petit avantage à Ilia pour moi. Ouais, je pourrais te suivre assez là-dessus. Je le vois bien quand même. T'as raison, c'est une autre animal, Islam Makhachev, mais s'il arrive à bien le timer, puis il a montré qu'il pouvait se faire mettre KO, Islam, pour le coup, on l'a déjà vu dans sa carrière. Je vois bien Ilia pouvoir le faire. Mais en tout cas, ça donne très, très, très envie. Et comme tu as cité le nom, et ça me permet, on fait une petite passe D à Zap Pipa, notre ami Philippe Pochol, avec qui j'avais fait l'épisode sur la boxe au Japon, qui a posé cette question hier soir sur les réseaux. Donc vas-y, réponds-y-moi. Prime Khabib ou Ilia aujourd'hui à 155 s'ils s'affrontaient? J'aime bien les fantasy match-up, tu sais. C'est dur parce qu'en fait, les gens se rendent pas compte, mais Prime Khabib, il prenait pas de risque. C'est-à-dire qu'il était dur à mettre KO, tu vois. Il a pris les meilleurs strikers de... Oui, il a pas défendu forcément beaucoup, mais je sais pas, c'est compliqué. Je pense quand même que Khabib a un niveau de grappling encore supérieur à celui d'Ilia, moi. Moi, je lui ai répondu, je vois bien Khabib prendre tous les premiers rounds en faisant du Khabib. Cette chaîne wrestling et domination comme il sait faire. Mais le combat, il reprend 5 fois debout. Et je me disais, je vois quand même aussi en possible un late KO, tu vois, un KO 4e ou 5e de Ilia, qui finit par le surprendre avec la fatigue. Ouais, je sais pas, moi, il m'a vraiment impressionné contre... vraiment, à cette époque-là, on parle de Conor. Alors, c'était plus le Conor tout à fait prime, mais c'était un Conor fort quand même. Tu vois, le Conor de 2016, pas celui de 2018. C'est ça. Mais le combat, Gaethje était fort à cette époque quand même. Et ok, il perd le premier round, Khabib, je crois, mais l'impression qu'il donne de facilité alors qu'il a l'orteil pété. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, il était fort quand même. Le problème de Conor dans leur combat, c'est pas tellement son striking, c'est les bouteilles de whisky. C'est le vrai problème. En un an, il a eu le temps de saloper tout le travail qu'il avait fait. Mais quand même, ça te montre où est Ilia, quand on commence à se poser des questions comme ça. La plus grande star de l'UFC. C'est pour ça que je te dis, s'il veut quelque chose, il l'aura. Donc, Paddy, il peut remercier. T'imagines qu'il va être récompensé pour avoir fait une saloperie pendant une fight week? C'est fou quand même. Nous, on pousse les jeunes pour qu'ils se tiennent tranquilles et qu'ils aient le comportement le plus droit possible. Et pour avoir fait une saloperie pendant une fight week à l'O2 Arena, il va être récompensé, quoi. Sur ça, j'avoue que c'est une dinguerie. C'est pas moral, mais c'est le business. C'est le business de l'UFC. Et il est beaucoup plus grand qu'il y a. Je pensais pas qu'il y avait une telle attention, différence. Paddy, c'est un gros 70. Je voyais pas la telle différence. On en parlera. Il y a des gens de l'UFC comme ça que j'ai eu l'honneur de croiser, soit dans ma carrière perso, soit dans la carrière de Méga. Paddy, il a pris Miguel Haro à l'époque, dans une autre vie, je crois que c'était en 2015 ou quelque chose comme ça. Moi, ce qui m'avait étonné, c'est son gabarit et sa souplesse. Il est exceptionnel. Il battra sans doute pas Ilia, mais moi, il est sous-coté, Paddy Pimblett. Sa tête, le petit blondine et machin, fait que les gens le sous-cotent. Il frappe fort. Ouais. Il frappe fort. Son il est très souple. En fait, il a un grappling qui, plus tu es différent, plus tu es dangereux. Et en fait, il a un grappling. Charles, il a un vrai grappling de jiu-jitsu brésilien. C'est pas qu'il est pas fort, il est très fort, mais c'est connu ce qu'il fait. L'autre est plus. Quand tu commences à travailler sur la logique de jeu Ten Planet, on en parlera quand on fera l'épisode avec Julien Casier, mais sur ces grapplings un peu de Ten Planet où il travaille sur des souplesses de corps qui sont pas réelles, qui sont pas communes, pardon. Tu vois, un mec est capable, Paddy, il est capable. Moi, je l'ai vu. Miguel, il voulait que j'aille lui chercher de l'eau. À l'époque où il allait affronter Miguel Haro et il passait son pied derrière sa tête tellement facilement. J'ai dit à Miguel, là, ça va être compliqué en grappling, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est que c'est un grappling qui est difficile à reproduire pour les sparring parce qu'il est vraiment conditionné à une énorme souplesse physique. Et ça en fait tout son danger à Paddy. C'est plus... Je vois bien Ilia, mais c'est plus intriguant que certains le pensent. Beaucoup plus. Ah oui, surtout celui par rapport à son gabarit. C'est vraiment un gros lightweight.
Bon, on a parlé d'un des meilleurs combattants de la planète. Eh ben, on va parler d'un des meilleurs combattants de la planète, puisque le co-main event, Alex Pantoja, je le répète, qui a soumis Kai Kara France. Note parce que là, il y a plein de choses à pour dire. Sa là. 4e défense de la ceinture des fly, des moins de 57 kilos. On est encore loin de DJ et de ses 11 défenses, mais on est quand même sur un run incroyable. Il nettoie la catégorie et il continue d'affirmer, je veux pas monter en bantam, prendre mes rabs. Moi, je veux nettoyer cette caté et me régner en travail champion. en plus. Hein. J'adore ça. Tu le sais que j'adore ça. Ce côté, je suis un champion qui règne chez moi. C'est cool. Quel animal, Aldric. Il a montré vraiment de très belles choses. La façon dont il prend son grappling et son jiu-jitsu à ce mec-là, mais c'est... Ils l'ont dit à l'antenne, parce qu'il y avait un tweet qui s'affichait après le premier. C'est au-dessus de... Si t'avais des couleurs au-dessus de ceinture noire, il les aurait. Ah, c'est fort ce qu'il fait. Il les aurait. Quand il s'assoit pour prendre le dos, il le fait plusieurs fois dans les combats. Quand il va mettre le takedown après les low kicks, crochetage juste après le deuxième low. Mais il est incroyable. C'est un animal, ce mec-là. Ouais. Côté jeu complet, je te jure, là, on parlait des 3, tu sais, je sais même pas si c'est pas le plus complet. Tout vu. Il est incroyable. Il montre des progrès en striking, je trouve, moi, très importants. Et son sol, on savait déjà. C'est pas qu'il montre pas, hein, c'est qu'on savait. Et il se laisse pas rattraper. Parce que, en fait, tu sais, avoir un niveau de compétiteur en grappling, en jiu-jitsu, c'est une chose. Mais si tu veux pas que les mecs te rattrapent, il faut le upgrader ton niveau, donc il faut s'entraîner. Si à côté de ça, tu dois en plus bosser sur ta lutte et sur ton pied-point, ça fait beaucoup d'heures de travail à la salle et ça demande beaucoup d'investissement. Et des fois, avec l'argent, avec la notoriété, la famille et tout ce qui va avec, eh ben, les mecs se préparent, mais ils progressent plus techniquement parce que c'est dur, tu vois, parce que pour ça, il faut s'entraîner en dehors des combats, pour ça, il faut accepter de travailler avec des partenaires tout au long de l'année. Et moi, je trouve que son jiu-jitsu est absolument létal et que debout... Ah, t'as vu le deuxième round qu'il fait ? Il va le chercher debout tout le round. Non, mais il l'use debout et il gagne le deuxième round avec les frappes significatives contre un des meilleurs strikers de la KT. On en reviendra de la stat, le meilleur striker de la KT, mais il est dangereux quand même. C'est intéressant parce que je vais y revenir aussi. Mais non, mais il y a des séquences. Quand il a pris ce dos dans le premier, quand Kai Kara France tente de se relever, la façon dont il utilise le fait qu'il se relève et qu'il a plus d'accès aux jambes pour installer le triangle de corps. C'est un magicien. Ouais. Franchement, c'est un magicien. Ouais, il fait les bons choix et il est facile au sol. Vraiment, on peut dire ce qu'on veut là. Après, il y a une question qu'on peut se poser. Et on en parlera quand on aura Kevin sur le plateau. Je fais un petit hop, je lance ça comme ça. Ils ont quand même un pourcentage de défaites important, City Kickboxing, quand il y a un gros grappleur en face. Hein. Oui. Tu vois ? C'est une stat. Elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Mais quand il y a un vrai grappleur en face, la stat, elle est dangereuse. Je suis d'accord. Et puis, tu veux que je rentre dedans direct ? Le super striker qu'on nous a vendu, je suis archi pas vendu là-dessus, sur Kai Kara France. Il y a une séquence au deuxième où tu parles de ces belles phases debout de Pantoja. Il y a une séquence où il fait un retrait en ligne sur toute la cage, sans jamais mettre un seul mouvement là. C'est straight, tout droit. Son retrait, c'est un peu flippant. Non, mais je pense que Kai Kara, c'est un super striker. Sauf que le problème, c'est qu'il prend un 29-22 au deuxième et que il n'est pas usé. Je veux dire, c'est le deuxième qui l'use. Il démarre pas le deuxième round fatigué puisque en fait, le premier dos, il gagne de façon situationnelle, c'est-à-dire qu'il prend le dos, mais je veux dire, il se tue pas. Il fait pas comme Benoît avait fait à l'époque contre Moicano où il essaye de sortir et il s'use et il prend des coups. Là, il est résigné un petit peu de ce dos, il défend intelligemment et on peut pas dire qu'il soit gazé. Il a plus fait une Nassourdine contre Brendan Allen qu'autre chose. Donc il arrive au deuxième, il est frais, et l'autre il arrive et il va le fatiguer avec le strike, en le battant. C'est-à-dire que le cadrage, la pression, la variété des coups, l'intensité, c'est ça qui va fatiguer Kai Kara et qui va faire qu'au troisième il tape, tu vois. Donc c'est une absolue masterclass quand même. Quand le grappleur il se permet de faire un round debout, et qu'en plus il prend l'avantage et c'est un fight fact, c'est-à-dire que c'est le deuxième qui fait qu'au troisième tu vois, on peut faire un parallèle intéressant avec Sean Brady. Sean Brady nous fait une prestation contre Leon Edwards à Londres où il fait un premier round de striking, mais c'est la lutte qui va suivre qui va faire perdre Edwards. Il a pas usé Edwards avec son striking. Tu vois la nuance où elle est ? Bien sûr. Voilà de quoi on parle. C'est-à-dire que Brady, on avait dit waouh, Sean, il a fait un round 5 minutes avec Leon Edwards, ça nous a impressionné, mais derrière, il s'est servi de ça pour grappler immédiatement au deuxième et capitaliser dans son domaine. Là, non. Là, il a usé le striker
en striking. Tu vois, la diff, elle est énorme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut pas parler de Pantoja comme on parle de Brady. Il est vraiment 2 crans au-dessus, quoi. Non, mais ça peut, quand je disais ça tout à l'heure, c'était pour nuancer mon propos. Kai Kara-France a bien sûr des belles qualités en striking, mais on me l'a vendu un peu trop, je trouve. Certains retraits, certains footwork, la façon dont il se déplace. Je suis pas si convaincu que ça, tu vois, d'un striker de très haut niveau. Mais après, ça, c'est mon avis. Après, Lakaté, il est vraiment au-dessus, Pantoja. Tu vois, aujourd'hui, t'as Manel Capé qui va faire son retour suite à sa grosse blessure. Joshua Van, dont T'as on va Joshua parler. Van, dont on va parler, mais même si c'est des combats excitants, il est tellement fort. Il est tellement fort, Pantoja. Franchement, là, à part Mighty Mouse qui reviendrait, mais bon, on sait ce que font les années. Malheureusement, elle cristallise le combattant. Je vois pas qui peut prendre ce mec-là, en fait. Dans sa KT, très compliqué. Ouais, je suis complètement d'accord. Il est trop fort. Ouais. Pour moi, il est trop fort. Et il peut régner pendant longtemps, là. Si lui reste au niveau, qu'il n'y a pas une chute de ce niveau-là, ou alors qu'il se perd pas dans la vie à côté. Non, mec, ce que je pense pas non plus. Il était livreur Uber Eats il y a pas si longtemps. Crois-moi, il va pas oublier ça. Voilà, j'allais dire, je pense pas non plus. Ouais. Il y a même parce que j'ai vu beaucoup, et avant le combat comme après le combat, des mecs qui disent, ce mec-là, quand même, il y a peut-être un petit doute sur son cardio. Parce qu'il a l'air un peu gassed out à certains moments quand tu arrives vers le 3e ou machin. Mais en fait, je trouve que là, pour le coup, il y a un parallèle avec Duplessis. Ouais, j'allais te dire. Attention. Visuellement, t'as l'impression. Des mecs qui mettent tellement de volume que t'as l'impression, mais ils tiennent, hein, ils sont là. Mais non. Il l'a déjà prouvé plein de fois. Il fera les synchrones tranquilles. Ouais. Et t'auras toujours cette impression visuelle, mais il continuera d'avancer. Parce que c'est des mecs qui mettent du volume. C'est des mecs qui mettent du volume, qui n'hésitent pas à lutter, qui n'hésitent pas à frapper. Regarde, là, on est sur des frappes significatives importantes quand même. Sur 3 rounds, le mec envoie 45 frappes. C'est beaucoup quand même, en sachant que ça a grapplé quand même pas mal de temps. Donc, non, je suis d'accord avec toi et j'aime beaucoup la comparaison avec Dricus. Premier round, ça peut être un 18. Ouais. Parce que dans les 3D, la domination, durée, dégâts, t'as pas trop les dégâts, il en fait pas non plus des masses. Par contre, domination et durée, tu l'as. Mais c'est ça, il faut amener un petit peu cette culture là-dessus parce que je trouve que c'est compliqué. On échappe encore à pas mal de dingueries. Hein. Heureusement, globalement, les combats sont pas assez serrés pour qu'il y ait un fait significatif, mais des fois, t'entends des 30-27 ou des 29-28, tu te dis... Est-ce que tu as vu le même combat que moi? Très compliqué. C'est compliqué. Hein. Et ça donne l'occasion de dire t'as vu, il y a une évolution des règles qui va venir. En fait, les critères vont être plus précis. Ce qu'on avait dit, nous, dans notre émission sur les critères. C'est pas possible. Ça devrait être voté en août. Donc, on y reviendra à ce moment-là sur Jab Life aussi pour voir l'évolution. Plus d'accent sur les dégâts. En tout cas, c'est plus clair ce qui va être machin. Et sur les 18 aussi, ils ont beaucoup amendé pour... L'idée, quand tu lis le nouveau règlement, ce sera plus de 18. Enfin, en tout cas, ils ouvrent la porte à plus de 18. Mais on en fera une émission complète parce que ça mérite. Ça mérite. Et en plus, je me suis amusé la dernière fois à écouter en espagnol, même si je comprends pas tout sur l'espagnol, et en anglais. Il y a pas mal de commentateurs qui font la connerie aussi de valoriser un petit peu la top position. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas un acquis, nos règles. C'est pas du tout un acquis. Il y a pas tout le monde du business MMA qui a compris comment ça marchait, en fait. Et d'ailleurs, dans cette rédaction du nouveau règlement, t'as bien un truc qui met une grosse emphase sur le fait que le contrôle et l'agressivité, c'est genre 1% des cas où ça doit être utilisé. Tu vois, il y a une phrase très précise pour leur dire « Enlevez-vous ça de la tête ». C'est vraiment dans des cas très très rares que ça doit être mis en action. Donc c'est bien qu'il y ait... C'est ce qu'on réclamait dans notre émission, Aldric, qu'on avait fait. C'était que ce soit plus clair aussi, plus lisible, moins flou dans l'interprétation. On voulait aussi qu'ils enlèvent Adelaide Bird, mais je crois voilà, il y a d'autres choses. Étape par étape, brique par brique, mon ami. Et on va pouvoir passer à l'aide parce qu'on se dit la suite, c'est quoi la suite pour lui? La suite, elle est écrite. Ça, c'est tout fait. Hein. C'est Joshua Van, c'était le combat d'après. Il était, comme je l'ai dit, Dana l'avait même mis en bord de cage pour le coup. Pour une fois, il a pas viré les combattants en direct. Puis il mérite. 23 ans. Incroyable parce que Pantoja racontait, il disait à 23 ans, lui, il faisait la plonge dans des restaurants. Et Joshua Van, lui, il est aux portes du titre UFC et il va avoir son title shot. Donc, il est très impressionné et à se demander quelle va être sa carrière, ce mec-là, si t'es déjà à ce niveau-là à 23 ans. Donc, ça nous permet d'ouvrir sur ce coco main event, on va dire. Mais celui-là, il n'y avait pas de ceinture en jeu. Brandon Royval, numéro 1 de la KT. Il devait affronter Manel Capé, blessure, forfait. Joshua Van, qui a combattu il y a quelques semaines seulement, prend la place et tente un all-in face au numéro 1 de la KT. Déjà, super combat. Alors oui. Moi j'aime bien la boxe, hein. Donc tu sais, là c'est un beau combat de boxe. C'est un combat de boxe, clairement. Il y a aussi 23 ans et il a un mental de ouf. C'est vraiment parce que en fait c'est souvent devant l'adversité que tu vois les mecs comment ils sont. Premier round, ça se passe bien. On est d'accord qu'il a combattu 3 semaines avant, hein, je dis pas de sottises. Il combat 3 semaines avant. Il est contre le 2 ou le 1 de la KT. Il sait que s'il gagne, il a title shot, donc c'est jackpot. Le premier se passe bien. Et le deuxième, il a le même game plan, les mêmes setups, et ça se passe. Et il prend une branlée.
Tu vois, il prend 87 frappes. Ouais, et puis visuellement, il en prend des belles. Tu vois. Des séries de 5. Et là, trucs. Ouais. il revient dans son coin, ça change rien au game plan. Il y retourne, et ce coup-ci, ça marche. Moi, le premier round, il m'a beaucoup impressionné. Ouais. Et on en revient, je te l'ai fait tout à l'heure, le parallèle avec Topuria. Les mecs ont quand même un niveau de boxe calme, efficace. Précis, Surtout à son âge en plus. rapide et précis. Ce côté initiative, je jette pas 50 coups pour jeter 50 coups. J'y vais quand ça peut scorer et quand ça peut frapper fort. Ouais. Il m'a beaucoup impressionné pour 23 ans. Ouais. Vraiment. Surtout l'enjeu qu'il y avait, parce que là, tu sais, l'UFC, c'est une grosse pression. Et en plus, il te manque pas, les mecs. C'est-à-dire que tu prends un short notice, et ils vont te dire merci, mais il y aura aucune reconnaissance, ça se passe mal. Hein. Aucune. Non. Donc, c'est difficile d'être serein mentalement dans cette orga qui est vraiment une machine à pression. Et en plus, le premier round, ça se démarre très bien, mais ça, à la limite, quand tout va bien, j'ai envie de te dire, c'est le côté facile de notre sport. C'est-à-dire que quand ça va bien, c'est la tannée qu'il prend dans le deuxième, et il repart. Comment tu repars? Et il repart mentalement, sereinement, il change rien. Il n'y a pas d'ajustement entre 2 et 3. Et il gagne le 3. Ouais. Ouais, je suis impressionné sur ça. D'ailleurs, Royval, lui, change pas grand-chose non plus, non. au final. Et il a beaucoup plus de réussite dans le 2 que dans le 1. Ouais. Beaucoup plus. Mais il faut que je le revoie, ce qu'on a. L'analyste a vu, on en parle et c'est fait. Mais le coach, il a vraiment besoin de le regarder parce que il faut que je regarde pourquoi. Est-ce qu'il y a eu peut-être un changement d'angle, de déplacement, de volume? Non, parce qu'on sait qu'ils sont restés. Alors au contraire, c'est dans le premier qu'ils sont en dessous. Sinon, ils sont quasiment à 80 frappes chacun dans le 2 et dans le 3. Donc, tu vois, à frappe égale, pourquoi est-ce qu'au deuxième, c'est Royval et pourquoi au troisième, c'est Van? Il faut que j'essaie de comprendre. Est-ce que c'est vraiment dû à des touches qui auraient sonné ou est-ce que c'est dû à des setups qui ont été légèrement modifiés? Il faut que là, ça demande 4 ou 5 visionnages pour essayer de comprendre la tendance du combat. Le rythme de certaines séquences. Là, on parle de 160 frappes à 2. Hein. Là. Parce que on dit ouais mais lui il en a donné 80, ouais mais il en a pris 80 aussi 80, quand même, tu vois. Je suis d'accord. Donc c'est compliqué. Incroyable. Hein. Il y a un des 3 juges qui donne le 2 à Van. Comme quoi tu vois. Oui. Est-ce qu'il a vu le même combat que nous? Les critères faut vraiment les préciser. Bah oui parce que quand tu prends un 87 à 77 en global et un 80, t'imagines quand même. Il y a un truc quand même que je voulais dire, c'est qu'en fait le Royval quasiment toutes ses frappes elles ont touché au deuxième. C'est monstrueux. Ouais. Mais il y a 15 frappes d'écart. Et en plus, il a failli le sonner. Comment tu peux donner le deuxième round à Van? Impossible. Vraiment. Tu regardais ton téléphone? Tu pensais à ce que tu allais manger le soir? Ça se passe comment, en fait? Tu te poses des vraies questions là-dessus. Ouais. Est-ce que les mecs ont regardé le round ou... Est-ce qu'ils ont eu une absence? Après, il a coché au hasard? Après, il y a un truc qui m'intrigue plus, moi, sur le 3. Que le 3, il est hyper serré jusqu'au down de la fin. Je peux même le donner à Royval, moi. S'il n'y a pas le down? Ah oui, s'il n'y a pas le down, c'est compliqué. Hein. Non, mais donc, est-ce qu'un down doit changer absolument tout à ce point-là? Ah oui. Tu penses? Ah oui. Comment tu veux gagner un round quand tu te fais sonner, Alex? Je te titille sur le truc. Non, moi aussi, je le donne à Van. Non, mais tu vois ce que je veux te dire? Je veux dire, souvent, on me dit, ouais, mais pourquoi j'ai changé de ça avec des gars sur Twitter. Ils me disent, ouais, mais pourquoi un down, ça change tout? Ça fait comme un takedown. Et non. Non, parce que un takedown, c'est juste, tu te retrouves sur les fesses et peut-être que ton jiu-jitsu fait que tu peux renverser, finaliser ou même te relever. Donc, je vois pas pourquoi un takedown te fait gagner le round. Ce vieux MMA de 2010-2015, il faut l'oublier. Par contre, là, on parle pas d'un takedown. On parle que tu t'es fait sonner. Mais en fait, je t'ouvrais là-dessus. Je titillais parce que j'ai eu aussi des discussions avec des mecs là-dessus. Ça doit pas tout changer. Mais si, ça doit tout changer. Et enfin, en plus, les gars. En fait, pour le coup, là, ça va dans les critères. Les critères sont explicites. Le dégât immédiat est plus important que les dégâts cumulés. Donc quelque chose qui te fait faire l'ascenseur comme ça, c'est plus important que plein d'autres frappes, de plus petites frappes cumulées. Ça me fait penser à l'anglaise où il faut pas juste dériver là-dessus. Des fois, le mec il glisse en anglaise et l'arbitre décide de compter. Faut pas arriver à ça en MMA. C'est-à-dire que si le mec fait une glissade, faut pas dire tout de suite OK, il a gagné le round. Mais à ce moment où c'est vraiment un down, ah oui, bien sûr, tu peux pas. Je vois pas comment tu peux gagner un round qui est fixé sur les dégâts et la recherche de finish et dire ah ouais, mais tu t'es fait sonner, mais t'as quand même 15 frappes d'avance. Ah non. Je pense que down, c'est down et tu perds le round. Pas forcément un 18, hein, mais tu perds le round. Alors, mais si on pousse le truc, si tu te fais archi-dominer pendant 4-50 et que tu downs le mec, c'est pas pareil. Si tu le donnes quand même. Je pense qu'à partir du moment où t'es à ça de le finir, parce que quand tu te fais downer, surtout en MMA, il n'y a pas le dire ouais, il s'est relevé à 6 et c'est reparti. Là, tu peux te faire finir, tu vois. Donc, pour moi, si on applique vraiment à moins qu'on décide de changer les règles, si on dit que le down, il a moins d'efficacité par rapport à des frappes lourdes. Mais moi, je dis que ça ne doit pas changer. Au moment où je te sonne, je te fais tomber sur mes frappes,
je dois gagner le round. Non, mais je prends un exemple qui arrive jamais. Mais tu vois, moi, pour pousser un peu la réflexion, elle est dans le truc presque stupide. Je dis, qu'est-ce qui se passe si t'as un mec qui fait 18 pendant 4 minutes 50, il éclate l'autre gars, finalement il se relève et l'autre le met down. À mon avis, s'il fait 18, c'est qu'il y a eu un down peut-être avant. Down contre peut down, compenser, on repart sur un schéma de frappe significative. Ah, c'est mon avis, hein. C'est peut-être pas non, mais ce j'entends bien on l'idée. s'est downé une fois chacun. Là, on fait un travail sur les frappes significatives. Et si elles sont encore à égalité, on va peut-être chercher le top position, tu vois, ou l'agressivité. Mais un down, pour moi, s'il n'est pas équilibré, c'est-à-dire que s'il n'y en a pas un de chaque côté, ça doit faire gagner un round. Plus pour le coup, Van, tu vois, dans les petits changements que tu disais entre les rounds, dans le 3, il avance beaucoup plus. Dès le début du round. Ouais, il faut que je le réanalyse parce il essaie de mettre beaucoup plus de pression, de cadrage. Il met plus de volume que dans le premier, ça c'est sûr. Il sent qu'il faut changer quelque chose par rapport aux deux. Mais en fait, il met autant de volume que dans le 2. Donc tu vois, c'est intéressant de le regarder. Très très intéressant à voir. Ouais. Il restait 2 questions là-dessus. Royval, quand tu vois comment se déroule le début du premier round, la précision, l'explosivité qu'a Van sur les touches, il est beaucoup beaucoup plus efficace dans son striking. Est-ce qu'il doit aller grappler un peu plus? Parce que là, il a fait que de la boxe. J'ai envie de te répondre, regarde, pas au deuxième, puisqu'il le gagne le deuxième. Ça a marché, donc des fois, il faut s'entêter. Je te dis au premier. Est-ce qu'au début, il doit tout de suite y aller ou pas? Non, par contre, c'est peut-être au 3 qui doit changer. Parce que clairement, on a vu, peut-être que il a tenu le rythme du 3e avec les 80 frappes, mais peut-être qu'il était un peu plus usé et que c'est pour ça qu'il se fait se toucher, tu vois. Moins de responsabilité défensive. Moi, je pense qu'il doit changer un truc sur ce combat, c'est toujours facile de le dire après, hein. C'est le 3 qu'il faut changer et que c'est peut-être au 3 qu'il faut grappler. Et au 3, finalement, tu vois, on disait la pression un peu plus. Van a eu une meilleure adaptation. Même, tu sais, il fait ses petits coups de pied d'arrêt sur le genou. Oui, qui marche bien. Les petits push kicks, par contre, ça a bien marché. Mais je pense pas que ça ait provoqué des dégâts. Non, mais je trouve qu'il adapte mieux son truc, tu vois, pour pouvoir prendre ce round-là. Et Van, est-ce que tu trouves que c'est trop tôt? C'est-à-dire que notamment l'idée de... Il a pas fait de main event de 5 rounds. C'est trop tôt. Pour aller Pantoja sur 5 rounds pour le titre, je trouve il te manque une petite étape. C'est trop tôt, mais ils n'ont pas le choix. On est d'accord. Il manquait Cap. Manel Cap, c'était bien. Manel Capé, c'était bien, tu vois. Un main event, même d'un Apex. Parce que c'est trop tôt. C'est ça qui est fort, en fait, avec ces champions. C'est qu'ils sont avantagés parce qu'ils ont de la monnaie. Les sparring, ils peuvent faire des camps plus complets. Ils ont plus d'expérience. Donc oui, c'est trop tôt. Oui, c'est trop tôt. Je pense qu'il perdra. Alors moi, je vais dire 2 prédictions. Je pense qu'il sera champion de la KT. Mais qu'il perdra là. Mais qui perdra contre Pantoja. Mais là, tu serais son manager. Il a 23 ans. Comme tu dis, tu peux pas faire grand-chose. L'UFC, ils t'ont mis au bord de cage. Tu serais son manager, tu peux rien faire. En fait, tu peux rien faire. Mais dans le fond de toi, si tu étais son manager, dans des conversations privées, tu lui dirais, il nous faudrait un combat de plus. Je lui dirais qu'on va apprendre. Ouais. Voilà. Ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu payes ton ticket pour apprendre. C'est comme au poker, tu payes pour voir, bah là, tu payes pour apprendre. Mais tu seras champion un jour. Voilà. Donc ça va te faire de l'appréhension. Je pense vraiment qu'il a un très bel avenir devant lui, mais ce combat-là, il le perdra. Ouais, tu feras de l'apprentissage pour ce que tu auras plus tard. Et heureusement que Pantoja, il va partir à la retraite, à mon avis, dans 3-4 ans, tu vois, donc ça lui laisse le chemin derrière. Oui, il est déjà un peu vieux, donc 3-4 ans, je pense, max d'ailleurs. Parce que pour le coup, si Van battait Pantoja et prenait la ceinture à 23 ou 24, mal barré. Non, il y a du monde qui arrive dans la KT. Hein. Ouais, c'est une belle KT. Mais, tu sais que je l'adore. Mais vraiment, il y a du monde. Je trouve qu'il s'ouvre à l'Asie et ça, c'est très bien, notamment au Japon, qui peut vraiment ramener pas mal de mecs. Mais il y a du monde, elle va bouger cette KT. Il nous reste 2 combats sur la carte principale sur lesquels on va un peu moins rester parce qu'ils étaient un peu moins importants, mais le Talbot-Lima qui ouvrait. Lima qui était sur une série de 14 victoires, Felipe Lima. Peyton Talbot qui restait sur la défaite contre Manny Barcelos, donc fallait repartir de l'avant. Bon combat. Je m'attendais à mieux. Moi, j'ai trouvé Talbot très fort. Oui, je suis d'accord. Et il s'est adapté par rapport à sa défaite contre Barcelone. Sur la séquence de lutte, il a moins d'énergie. Ah, ça a bossé quand même. Je te jure, moi, je trouve que ça a bossé. Son cadrage, ses retraits de buste, il a plein de qualités que j'adore, Peyton Talbot. Je sais pas, non, mais je pensais que ce serait plus explosif entre les deux. C'est fort. C'était techniquement fort comme combat. Je le voyais plus explosif. Mais... En fait, ce qui est intéressant, c'est que ils sont arrivés et spécial petit big up à Majdi et à l'équipe du All-Star. Ils sont arrivés avec un vrai game plan. User, lutter, mixer avec la lutte. Et sur le Talbot qui a perdu contre Barcelone, ça passe, ce game plan. Ça passe. Il gagne. Lima gagne. Là, c'est l'adaptation, en fait. Là, le petit, alors, on aime, on n'aime pas. Moi, la pesée, j'ai même pas envie d'en parler, du Stringer Rose. Mais il est super fort. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Et les progrès qu'il a fait, j'ai presque envie de le revoir contre Ronnie, là. Ouais. Tu vois? Ronnie Barcelos pour voir ce que ça peut changer avec ses progrès-là. Et puis, moi, je voyais les mecs aussi dire, il est moins impressionnant. Mais c'est normal, les gars. L'opposition, elle monte. La qualité de l'opposition, elle monte. Donc, tu n'auras pas toujours un mec qui va exploser tout le monde très vite. C'est normal que
le côté moins impressionnant ressorte plus tout le monde dans l'échelle. Non, il est très fort. Très belle performance de Talbot contre Lima, donc qui arrête sa série de 14 victoires. Mais en face, oui, ça va monter haut. Mais tu verras, ce sera pas un Drew Dober. C'est-à-dire que c'est pas un mec qui va faire des combats spectaculaires, qui va éteindre des mecs et qui va, je pense qu'il va progresser et qui va se hisser au haut niveau. Moi, je pense vraiment que Peyton Talbot, on n'a pas fini d'en entendre parler. Et je te parlais de ses retraits de bus, c'est machin. Pareil, j'aime beaucoup. C'est ce côté, même en striking, il prend l'initiative quand il faut, au bon moment. Là, en plus, il était sûr de se faire contrer, mais tu vois que ça a bossé. On sait qu'en face, ça faisait le backfist. Il avait toujours la main très bien levée côté backfist. Il en compte plusieurs comme ça. Ça bosse. Et pas, tu vois, on n'y va pas trop, on met pas trop de volume à un moment. Non. Il sait ce qu'il a à faire, il le fait très bien. Donc, côté maturité, c'était un gros piège ce combat, surtout derrière une défaite. T'imagines, le mec il perd, derrière on lui met un mec fort, qui est sur une grosse série, qui vient d'une grosse équipe, parce qu'il n'y a pas si longtemps, c'était l'équipe de Khamzat quand même, All-Star Gym, tu vois. J'ai trouvé très très fort. Je suis d'accord avec toi. Et on finit avec Moïcano Dariush. Il n'y a qu'une seule chose à dire. Il y a plusieurs choses à dire. Mais le fight IQ de Moïcano, on n'est quand même pas sur un génie. Qu'est-ce qu'il fait à venir lutter? Je sais pas. Franchement, tu sais quoi, ce combat, alors sa meilleure phase, elle est debout et il vient lutter après tout le reste du combat. Là, pareil, pour moi, le down lui donne le round. Oui. Tu vois? Le round est en plus très serré, il y a peu de dégâts faits par Dariush. Après, Dariush, il est venu avec un game plan sur les kicks qui était pas très beau, mais qui était efficace. J'aurais tellement voulu les voir un peu plus au sol, ces deux-là, par contre. Tu vois? Mais sur le game plan en soi de Moïcano. Tu vois, c'est ce qu'on disait. Cette colonne vertébrale des lightweight à plus de 35 ans, je crois qu'ils ont 35 et 36 ou 36. Enfin, ils ont pas beaucoup d'écart. Ils ont 3 semaines ou un truc comme ça, les deux. Bon, il y a tellement de talent dans cette KT. T'as pas envie de les mettre à la retraite. Moi, je les respecte beaucoup. Vraiment. Mais si on peut passer à autre chose maintenant sur cette KT, tu vois. Je suis moins diplomate que toi là-dessus. Moi, je t'ai dit, je veux passer à la nouvelle génération. Il y a tellement de talent. Ouais, c'est ça. Il y a tellement de talent. Là, bon, quand tu vois qu'ils sont encore top 10, les deux, là, j'espère que demain, on va avoir une bonne surprise. Alors, faut les passer. Faut les battre, ces mecs-là. Faut que la nouvelle génération s'impose. Ouais, c'est des gatekeepers, mais c'est leur place. Tu as tout dit. Leur place, c'est gatekeeper. C'est pas title contender. C'est gatekeeper. Normalement, ta place, elle est, j'ai pas envie d'être traducteur, mais elle est sur un Apex à tester un petit jeune. Elle est pas sur des Cocomain ou tu vois ce que je veux te dire. Moi, je préfère, là, faites-moi monter la génération de Fares. Qui a 27 ans, qui est aux portes du top 15. C'est ces mecs-là que je veux voir maintenant chez les lightweight. Alors bon, il faut qu'ils passent ces mecs-là, mais donnez-leur ces oppositions pour qu'ils puissent se tester contre cette ancienne génération. Totalement d'accord. On a fait le tour sur la prélim. Tu avais un truc que tu voulais noter plus que l'autre. De toute façon, l'événement est cool globalement du début à la fin. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas. C'est une très belle carte. C'est une très très belle carte, mais il y a tellement de choses à dire sur la main carte qu'on va éviter. Il y a aussi un petit truc sur les 3 petites news vite fait sur l'UFC avant de passer au reste du week-end, Aldric. José Delgado, qui bat Heider Hamil, qui est l'homme qui avait battu notre ami William Gomis récemment, et qui réclame, qui call out William Gomis pour l'UFC Noche à San Antonio, puisque ce sera plus à Guadalajara, le 14 septembre. J'ai envie de lui dire, si vous voulez vraiment le faire, viens à Paris. Viens à Paris, viens à Paris, José. C'est 2 semaines avant. Pourquoi tu viens pas t'aventurer chez nous? Viens chez nous. Ouais. Après, le call-out, je le comprends. J'ai du mal à le comprendre. Tu viens de battre le mec qui a battu Gomis et tu call-out Gomis? Non, ouais. Mais il y a des trucs qui... Peut-être qu'il s'apprend... Enfin, connaissant William, tout le monde l'apprécie. Je l'ai jamais vu faire un truc en backstage de fou. Donc, non, mais si tu connais pas, tu dis peut-être il s'aime pas. Mais qui c'est qui n'aime pas William Gomis, franchement? Non. Mais call-out bizarre. Mais pourquoi pas? Viens à Paris, alors. Ouais, s'il veut venir à Paris. Mais en plus, c'est cool parce que si William peut battre Delgado, tu l'annules pas. Mais comme il vient de battre Hamil, tu dis, oui, j'ai battu le mec qui a battu le mec qui m'a battu. Ça compense un peu tout. Tiens, je te donne un petit croustille pour Paris, même si on n'avait pas du tout prévu et je t'en ai même pas parlé en off. La présence de Manon est plus compliquée que prévu. Manon, je pense que si ça continue comme ça, on va finir par changer son surnom et à l'appeler Beetlejuice, parce que elle se battent pas pour l'affronter et ça commence à devenir hyper compliqué de la matcher là. Donc ce serait pas à Paris, mais plus tard dans l'année, peut-être. C'est compliqué de la matcher. Il y a beaucoup de filles qui se disent, je sais pas si t'as remarqué en ce moment, pourtant elle vient de perdre sa chance au titre et toutes les filles elles se collent out entre eux. On a vu Rose coller Grasso, on a vu Blankfield qui disait je veux plus me battre contre Macy, machin. Le nom de Manon. Il n'y a aucune fille qui l'a prononcé jusqu'à présent, tu vois. Non. Et ouais, c'est compliqué de la matcher là. Je galère et il y a finalement peu ou pas de solution. Peut-être que dans une semaine, 10 jours, je vais dire, allez, ça y est, c'est bon, mais je commence à... Pour l'instant, c'est dur. Ouais. Et on est à 2 mois de l'event. C'est pas comme si et je ne prendrai pas un 3 semaines. Aujourd'hui, la numéro 4
pound for pound, toute féminine, elle mérite pas de prendre un combat à 3 semaines, donc ça je prendrai pas. Donc on verra. Dans les news UFC cette semaine, on a notre ami Thomas Spinal qui a dit sur Cyril Gane, il mérite une petite correction pour m'avoir évité à Paris. Dana White après le 317 qui dit on n'a pas encore décidé pour Tom. Moi j'ai juste un message, c'est déjà fait à Spinal Gane. Je veux dire c'est le sens de l'histoire, c'est ça. Et décidez-vous vite quoi. Ça fait 1 an qu'Aspinal il attend Jones, que vous le faites attendre. Là quand je l'ai entendu Dana, j'avais envie d'être dans la salle et de dire non mais attends, respecte le gamin quoi. Le combat, il devrait être signé dès le lendemain de l'annonce d'arrêt de carrière de Jones. Je te dis, moi, j'ai peur quand même de ça qui lui facilite un petit combat. Peut-être. J'ai un peu la trouille de ça. Mais... ça m'a fait un peu peur qu'il cite pas Cyril comme ça direct. Ouais, c'est ce que je te dis. Ouais, Dana. Est-ce qu'ils vont pas mettre Volkov pour lui faire un petit money fight un peu sympa et ceci et cela? J'ai un peu peur, hein, vraiment. J'espère que Cyril a dit que Fernand était dessus et il connaît son Fernand, il va pas lâcher, tu vois, mais... un peu la trouille. J'ai tellement envie de le voir, ce combat, que j'ai un peu la trouille. Ouais, on espère. En tout cas, on croise les doigts vraiment pour ça. Et ma dernière news UFC, c'est une petite dédicace parce que les gens savent que je l'adore si vous me suivez depuis longtemps. Le génie, la lumière, Sean Strickland, qui hier, dans le Tough and Huff 145, après une défaite de son coéquipier Miles Hulsinger, j'avais pas le nom, donc je voulais vérifier, contre Luis Hernandez. Hernandez les chambre, lui, et Chris Curtis, en faisant des signes de catch, d'ailleurs, je crois, à leur direction, et ils montent et ils essayent de l'agresser dans la cage, à lui mettre des coups. C'est quand même 2 débiles, hein. Je vais parler franco, Aldric. Mais bon, c'est des bofs comme on en a chez nous aussi, tu vois. Ouais, vraiment, mais tu vois. Ils se reparlent déjà parce qu'à un moment ils se parlaient plus. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ils se reparlent déjà. Mais sa seule réponse au chambrage, c'est je monte et je te mets des coups, quoi. Enfin, il est quand même très bas du front, Strickland là-dessus. Tu veux la petite anecdote? Tu sais ce qu'il est dans la vie de tous les jours? Le mec qui les a chambrés, Luis Hernandez? Il est officier de police. Pas bien se passer. Donc ils viennent d'agresser un officier de police quand même, hein, en dehors du cadre. Il le savait pas. Non, il le savait pas, mais en dehors du cadre de la cage légale. Donc voilà, petite dédicace à Sean il nous fait des lumières, Sean, quand même. Exactement. Mais qui reste en vie encore un petit peu. Moi, j'aimerais bien que Nassour il lui roule dessus. Oh, tu le sais qu'on le veut tous les deux celui-là. On a fini le gros dos UFC. Il y en a pas le week-end prochain, donc on reviendra dans l'Aldric Herbie la semaine prochaine avec Derrick Lewis qui est de retour notamment. Mais c'est une semaine off, une des rares semaines off de tout l'été, parce qu'après on va enchaîner les semaines avec l'UFC. Donc rien pour vous côté de la meilleure orga du monde le week-end prochain. Peut-être qu'on pourra parler un petit peu de l'UFC BJJ et du TUF en cours. Peut-être la semaine prochaine, on verra. Exactement, on aura peut-être plus de place. Parce qu'il y a de la sauvagerie dans le TUF. Hein. Je le débrieferai un petit peu, mais il y a des sacrés... Là, j'aime bien la génération, notamment les flyweights, c'est de la sauvagerie. Hein. Ah bah, Fly, tu sais que ça m'intéresse aussi. Donc t'as raison, c'est une belle occasion d'en parler. Donc on n'aura pas d'UFC à débriefer, ça peut être intéressant de le faire. Et l'UFC BJJ, on se l'est mis de côté, que vous le sachiez, pour faire un gros épisode grappling. T'en parlais tout à l'heure, on aura sûrement Julien Casier avec nous, on essaiera, et de faire un gros truc sur le grappling. Où va ce sport? Est-ce qu'il peut se développer? Les différents trucs qui existent. On en profitera pour évoquer cette UFC BJJ qu'on a eu aussi ce week-end. Passe au reste de l'actu, Aldric. Yes. Alors un peu plus rapidement, parce que l'UFC nous a pris beaucoup de temps, mais c'est normal, c'était lourd, cette UFC 317 à Las Vegas. Le Cage Warrior 190, déjà on commence à Manchester, et Nel Ariano qui confirme sa bonne forme, 4e victoire en autant de combats pro au Cage Warrior. Neil Ariano, j'ai envie de le mettre un petit peu en valeur et de lui rendre un hommage, parce que déjà, champion d'Europe IMAF 2022, avant ça, on sait le niveau du judo français. Première div de judo, mais pas que première div. Déjà, c'est difficile d'être dans les 20 meilleurs judokas de France, mais 3 fois 3e, 3 fois bronze au championnat de France de judo. Donc, t'imagines, bronze, ça veut dire que t'es presque sur un malentendu. Tu peux faire les JO, quoi. On parle de ce niveau-là de judo. Donc, vraiment très fort. À 30 ans, vraiment bien. Dans son coin, solide aussi, l'ancien champion du Bellator, Christian Mpumbu, dit tonton. Donc là, pour l'instant, il y a vraiment tout pour briller. Donc là, on est sur un 4-0 en pro, 4-0 qu'il a fait intégralement au Cage Warrior. Et on connaît la difficulté. Tu sais que c'est l'orga, on est à 16% de victoire en France. C'est-à-dire que quand les Français ils vont au Cage Warrior... C'est bien fait enfler au Cage Warrior, plus d'une fois. Coucou Morgan Charrière, même. Donc voilà, il était en plus, le mec qu'il avait en face était vraiment solide. Premier round, il nous a fait vraiment, sur le combat, il a fait une dinguerie, parce que on sait que c'est des hommes qui font 100 kilos, les 93 kilos, donc 15 takedowns sur le combat entier. C'est monstrueux. Et il a vraiment usé son adversaire, mais il y a eu de tout. Il y a eu des crochetages, des balayages, des hanchés. J'ai beaucoup aimé le travail de fond, parce qu'il savait qu'il avait un mec solide, peut-être plus costaud que lui encore, et un gros light heavyweight. Et il l'a usé pour le finir au 3e. 3e où il score 6 takedowns, parce que le mec se relevait bien. Hein. Charles Joyner, l'Australien. Et voilà. Et puis, je trouve que c'est du très beau travail, avec beaucoup de volume et un grand and pound solide.
Très belle victoire. 4-0. Rien à dire. Surtout quand c'est du 4-0 au Cage Warrior. Ouais, envie de voir la suite d'ailleurs, j'ai dit Neil, mais je pense que c'est Nel Ariano. Donc, plein de force à lui et un big up pour cette victoire. T'as raison, 4-0 au Cage Warrior. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Donc, on va voir la suite dans cette organisation britannique pour lui. T'avais un autre fighter à 4-0 dont tu voulais me parler. 4-0, Eren Agbo. Vraiment. Pareil, grosse carrière amateur où il fait 8 ou 9 victoires, une seule défaite contre un des frères Prigent, donc il n'y a vraiment rien à dire sur la carrière amateur. Là en pro, ça, il vient de combattre ce week-end, c'est du 4-0. Je voulais mettre un petit peu de lumière sur Striker MMA, c'est l'organisation d'Eric Konako, parce qu'il avait déjà mis le niveau très très haut quand il organisait en pied-point. Muay Thai GP, c'était une entité, c'est là où il y a quasiment les plus grandes stars de la boxe pied-point qui sont venues en France. Là, l'orga, elle est jeune, mais c'est solide. Il y a des très beaux combats amateurs. Son main event, c'était Eren Agbo, 4-0 de la team Cut. Vraiment un très gros prospect à suivre et on a envie de voir ce que ça va donner sur ses prochains combats. Et on va passer au preview plutôt de ce qui va arriver là le week-end prochain. On va commencer par l'Ares 33. Ce sera vendredi soir à la H Arena de Nantes. Et Aldric, on va en profiter pour entamer pour la première fois notre séquence un peu avec Winamax. On rappelle cette vidéo qui est sponsor par notre nouveau partenaire Winamax. Plusieurs choses à vous. D'abord à vous préciser, on le dira chaque semaine. Les jeux d'argent sont interdits aux moins de 18 ans, donc déconnez pas avec ça les jeunes qui nous écoutent. Jouez responsable aussi, les gars. On n'est pas là pour perdre l'argent qu'on n'a pas. On n'est pas là pour se ruiner. On n'est pas là pour s'endetter. Donc jouez ce que vous pouvez jouer. Amusez-vous avec ça, ça donne un petit peu de piment sur si vous mettez un petit pari sur un combat parce que vous avez plus d'implications. Mais surtout, voilà, on déconne pas avec ça, Aldric, c'est important de le rappeler. Les jeux d'argent, ça doit être fait de façon très responsable et ne pas se mettre en danger à cause de ça. Donc c'était important de le répéter. Et nous, dans ce partenariat, voilà, pour ceux qui ont envie de jouer pour le coup, vous pouvez créer un compte sur winamax.fr avec le code JAB10. Et si vous déposez 100 €, vous aurez 10 € supplémentaires et votre premier pari sera remboursé s'il est perdant dans la limite de 100 €. Donc c'est l'offre qu'on vous propose. Mais restez responsable. C'était notre message aussi là-dessus. Mais on va en profiter de ce Ares parce qu'il y a des codes sur ce Ares. Donc moi, je vais te brancher là-dessus, mais tu vas me faire ton analyse des combats parce que c'est des combattants que tu connais bien dans le main et le co-main event. Alors main event, on va commencer par là, le Brésilien Henrique Shigemoto qui devait affronter Virgil Hogan dans cet événement-là pour la défense de ceinture de Virgil du Boxing Squad à 185 chez les moins de 84, les middleweight. Blessure de Virgil, on vous en avait parlé, qui est forfait. Et donc le Brésilien se retrouve face au Roumain Madalin Pirvulescu, passé par le KSW et le PFL. Les cotes sont 1,15 pour Shigemoto et 4,50 pour Pirvulescu, le Roumain. Ça te paraît logique? Il y a une grosse différence, tu penses, entre ces deux combattants? Pirvulescu, c'est un bon remplaçant. Bravo au matchmaker Sébastien de Lares parce que c'est vraiment un combat. Il gagne, il perd, mais quand il gagne, il finit au premier round. Effectivement, peut-être que il a pas le cardio d'un Virgil Hogan, mais attention, c'est un gars dangereux qui aime la bagarre. C'est vraiment un brawler. Il prend et il encaisse. Donc, parce qu'on rappelle, on l'a pas dit que Virgil l'a déjà affronté. C'est ça. En fait, Shigemoto, c'est le mec qui est au port de l'UFC. Gros gabarit pour un 84. D'ailleurs, il avait raté le poids sur le premier affrontement contre Virgil. C'est pour ça qu'officiellement, ils sont pas battus pour la ceinture. Mais c'est un gros 84, très puissant, très technique, avec une boxe propre et un sol, une bonne ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Et c'est vrai que c'est logique qu'il soit favori parce que avec Virgil, rappelons-nous que ça avait été quand même un affrontement assez serré. C'est pour ça qu'on était content de faire cette revanche pour montrer la différence de niveau qu'il y a entre les deux. Mais là, on parle pas de Virgil. Mais attention, Madalin, c'est un mec très agressif. Et je pense on va avoir un premier round de fou. Ce combat va s'arrêter au premier. Les probabilités que ce soit Madalin, bien sûr, sont moindres, mais il est capable. Il peut le surprendre quand même. Ouais. C'est vraiment un mec qui se jette dans la bagarre. Et si on regarde ses combats, c'est toujours des premiers rounds très animés. Donc, je pense que ce main event va tenir ses promesses. Dans ce genre de combattant qui est tellement dans le côté chaos qu'à un moment, ça peut provoquer quelque chose de positif, quoi. Des mecs qui jettent, il y en a plein. Mais des mecs qui se jettent et qui ont le KO power, il y en a moins. Et lui, il l'a. Quand il finit au premier. Donc, il met KO des gens. Il a déjà éteint la lumière à pas mal de gars. Donc, bien sûr qu'il n'est pas favori, mais je pense que le premier round va être sympa. Donc, sur ce premier round, cet écart de côte est peut-être plus large que ce qu'on pourrait voir, en tout cas, dans le premier round. Si ça dure, je suis d'accord sur la cotation. Mais sur le premier, je pense que ça va être disputé.
Et on passe au co-main event. Cet événement d'Arès, c'est sous le signe des anciens adversaires du Boxing Squad, clairement, puisque le Russe Soslan Gagloev, qui avait affronté Axel Sola pour la ceinture des moins de 70, celle-là, c'était en septembre 2024, à l'Arès déjà, qui affronte son compatriote, je veux pas écorcher, Magomed Oumar Kadziev, qui est du MMA Factory. C'est ça. La salle en parisienne. France, Voilà, donc chez les poids légers, à moins de 70 kilos. Là, la cote, elle est marrante, Aldric. 1,80 pour Gavloev, 1,81 pour Oumar Kadziev. Alors, je te donne... Attention, je travaille pas chez Winamax, mais je te donne mon analyse de la cote. Pour moi, c'est juste parce que Gagloev est sur une défaite contre Axel. Il doit être devant, selon toi. Attention, Magomed, c'est très fort, il l'a montré, il fait un très beau run à l'Ares et il s'entraîne dans une belle salle. Il est toujours invaincu. Il s'entraîne avec Jordan Zebo, il s'entraîne avec des mecs, avec Title Shy, que je salue au passage. C'est fort, hein, Magomed. Mais Gagloev, on l'avait pris vraiment très au sérieux avec Axel. La seule chose qu'il n'a pas, c'est le gabarit d'un gros 70. Et c'est là-dessus qu'Axel avait fait aussi la diff. Mais après, techniquement, c'est fort. Et il a été titré mondialement en sambo. Il s'entraîne avec le champion olympique de lutte à Sochi. Il est complet. Il est jeune. Donc déjà, est-ce qu'on va voir le même Gagloev contre Axel ? Ou est-ce qu'on va avoir encore un petit qui a franchi un cap parce qu'il est jeune et il s'entraîne dur. Moi, je le suis sur les réseaux sociaux, il s'entraîne dur. Et techniquement, là, franchement, Magomed, s'il gagne et qu'il finit ce gars-là, il m'impressionne parce que Gagloev, c'est un cancer. Il est vraiment très fort. Quand tu regardes quand même le match-up, j'ai l'impression qu'on peut s'éclater sur ce combat-là. Mais ça peut être un beau combat de MMA. Tu sais, de temps en temps, il faut faire la passe D à l'Ares parce qu'on n'en parle pas assez. On dit souvent, j'entends les gens qui disent oui, je suis déçu. Oui, alors oui, il y a plus des Lebou, il y a plus, on voit moins de très grandes stars, mais le boulot sur les étrangers, il est ouf. Des mecs comme Shigemoto, les deux Anglais, Louis Lee Scott, ces mecs-là sont courtisés. Le champion des 93, le Dagestanais qui vient de signer au Dana White. C'est des étrangers, tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des mecs qu'ils ont pris étrangers ont signé à l'UFC, plus que les Français. Il y a des gros talents étrangers. Daria, qui a combattu Zelen, je vais écorcher son nom, pardon, Zelenskaya, je crois, qui a combattu à Bakou la dernière fois, Melissa Mullins. Le boulot sur les étrangers, alors oui, c'est pas français, il n'y a pas la hype peut-être, mais regardez ces combats, techniquement, c'est fort. Il y a un peu un symbole sur Nantes, puisque tu vois, c'est les main et co-main, il n'y a pas de français. Il y a pas beaucoup de français sur cette carte. Il y a notamment pour le coup le deuxième combat pro de Modibo Diakité qu'on peut noter. Ah oui. Mais tu vois, pourtant c'est les belles cartes en fait à voir. C'est-à-dire que ces deux combats dont on parle main co-main, si t'aimes le MMA, ils se regardent très bien. Mais en effet, t'as pas la hype du côté français. C'est ça. Il y a la petite championne d'Europe polonaise qui vient de signer. La fille, elle vient de gagner les IMAF, donc c'est réactif. Non, franchement, sur le recrutement qui est fait en ce moment par l'ARES, c'est intéressant. La petite Véronica Cislo qui vient de gagner les IMAF, effectivement. Et Modibo, qui est quand même un gros prospect du MMA français. Et je salue son entraîneur Malek Silla. Non, franchement, c'est pas mal. Il y a Gassen Jbalia, là, excusez-moi si j'écorche le nom, qui est aussi sur 4-0. Non, il y a pas mal de petits prospects intéressants. Et puisque tu parlais des anciennes stars de l'ARES aussi, et puisqu'on parle de Nantes, puisque ce sera à Nantes, fais un petit big up à Abdoul Abdouragimov qui, pour le coup, ça a été annoncé son combat de retour le 26 septembre, je crois, à Nantes, chez lui, au PFL. Donc c'est sympa pour lui de pouvoir combattre à la maison. Ouais. Et dernier petit truc, il y a Bison aussi, Salim El Sawadi, qui avait perdu contre Paulin, je crois, qui fait son retour en co-main contre Leonidze aussi, un Géorgien. En tout cas, vous avez les cotes pour le main et le co-main event, voilà, et vous avez l'analyse du coach. Donc à vous de voir pour tout ça. Mais en tout cas, cet arrêt, ce sera vendredi soir à Nantes. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin aussi, c'est toujours des belles soirées de MMA à aller voir du côté de l'orga française. On finit par le bloc PFL, Aldric, pour ce Aldric NRB. Il y a 2 événements à venir. Déjà, on va débrief celui de ce week-end, et puis après on fera les previews rapidement. Mais il y avait le PFL World Tournament, donc les demi-finales des tournois à 185 et 205, poids moyen et poids light heavyweight. C'était ce week-end. Je vais être franc, l'événement, il était pas folichon. Tu sais que des décisions, le rythme de combat, il était incroyablement lent. Mais tu sais qu'il y a une petite, comment dire, il y a un petit scandale. Alors attention, on est au tout début, mais il y en a plein qui disent que le petit-fils de Mohamed Ali a truqué le combat. Ah ouais? Ouais, il y avait Biagio Ali Welch là qui a fait un premier round de ouf et qui se fait soumettre au deuxième. Et il y a une petite polémique qui est en train de adversaire acheté ou contre Ronnie Gibbs. Apparemment, les cotes elles étaient effrayantes.
les côtes de Paris. Il y a une petite polémique qui naît là-dessus, puisque donc première défaite de Biagio, le petit-fils de Mohamed Ali. Et sinon, pour le reste, j'aime pas dire du mal parce que j'aime bien moi le PFL et je les ai trouvés à un temps intéressant et avant-gardiste sur les stats et sur cette optique de tournoi. Là, ouais, Fabien Edwards qui continue à montrer que c'est un très bon middleweight et qu'il faut compter sur lui. Qui prenait Josh Silveira, qui est le fils d'un des fondateurs de ATT, Conan Silveira. Donc c'était le main event. Ouais, c'était pas un mauvais combat. Et Phil Davis qui est connu plus pour ses actions. L'homme qui attaque l'UFC pour faire changer les contrats en ce moment, en tout cas. Pas pour leur réclamer de l'argent, pour qu'ils changent les contrats et la nature du MMA, qui perd contre Sullivan Collet, c'était dans le co-main event. Sergio Pettis, qui a battu Rafael Stotts, à noter aussi. Non, mais moi, c'était plus, tu vois, en plus, pour le coup, c'était pas de l'attaque gratuite, c'est parce que c'est des trucs qui peuvent changer. Je veux dire, le rythme d'une soirée, ne pas attendre 20 minutes entre chaque combat, c'est un truc que tu peux changer quand t'es une orga. Là-dessus, c'est dur. Parce qu'il y a du bon aussi, tu vois, il y a Dan Hardy qui fait des super interviews post-fight, mais c'est vrai que le rythme, il était un petit peu long. Accélérer un peu ce truc-là, et on y prendra plus de plaisir parce que, en plus, c'est la nuit, ce genre de truc pour nous. Enfin, tu vois, peut être sympa d'accélérer un peu ces choses-là. En tout cas. Et il y a les previews aussi. Important pour ce week-end de PFL, notamment il y en a une grosse, c'est le 5 juillet à Bruxelles. On se rappelle de l'annulation du PFL Paris il y a quelques semaines. Donc une grande partie de la carte a été en fait mise sur cet événement à Bruxelles en Belgique, avec en main event Patrick Abirora, la star locale, contre un UFC vet Danny Roberts. Pas n'importe quel UFC vet, Aldric, ça a affronté Mike Perry, Nordin Taleb, Michel Pereira, Jacques Della Maddalena en 2022, il n'y a pas si longtemps que ça, l'actuel champion des moins de 77 de l'UFC. Puis c'est quelqu'un, Danny Roberts, qui devait affronter un certain Aldric Cassata en 2020, non? C'était où ça? C'était au Cage Warrior. Cage Warrior? Ouais. Blessure de... C'est moi. C'est rare que c'est moi qui pull out, mais vous avez, ce que j'aimais sur Tapologie, c'est que tu sais tout. Tu sais qui a pull out, et là, en l'occurrence, c'est effectivement moi qui avait pull out, et du coup, on avait décalé, mais lui, il pouvait pas, et j'avais pris finalement Philippe Mulpeter, le sparring de Connor. Voilà, c'est pour la petite histoire. Mais non, il est fort. Là, ce qui prouve aussi, c'était 2013, que c'est un vrai vet, tu vois. Ça fait longtemps qu'il est sur le circuit, Danny Roberts. C'est surtout un mec qui a démarré à 70, mais qui est monté après à 77, mais qui a accompli souvent. Tu vois, on voit des UFC vétérans qui montent d'une ou deux KT, mais qui n'ont jamais combattu dans cette KT à l'UFC. Et là, ça sent un peu l'EHPAD, quoi, la fin de retraite, la fin de carrière, tu vois. Et là, c'est pas le cas. C'est un mec qui s'est testé contre le champion d'ailleurs, Jack Della Maddalena. Donc c'est là, gros test. Et là, franchement, bien. C'est bien. Je trouve qu'il arrive à un moment de sa carrière où il faut se tester. Et ils ont pris un beau challenge. Mais tu vois, tu devançais ma question parce que c'était un peu ça, mais je trouve que Patrick, à ce moment-là de sa carrière, c'est une bonne marche. UFC vet, qui a affronté, tu vois, un JDM il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, il a perdu, mais voilà, quelqu'un qui a des références sur lesquelles tu peux t'appuyer pour dire, OK, j'ai passé une marche dans ma construction de carrière. Et c'est un UFC vet qui est plus prenable si tu le luttes que si tu le boxes. Et lui, on sait qu'il va le boxer. Tu vois le truc? Donc, non, moi, je suis très excité par ce combat. Et j'espère qu'on aura, après l'événement, j'essaierai cet été qu'on ait Patrick Abirora, soit en interview, soit en visio, soit peut-être s'il passe dans le sud, qu'on l'ait en studio. J'avais adoré, moi, chez RMC, là, au Fighter Club, sa dernière passage. C'est vraiment un bon gars. Très respectueux. Tête sur les épaules, beaucoup de réflexion sur sa carrière et sur son environnement MMA. Et donc, j'espère qu'on pourra l'avoir en studio avec nous, un de ces quatre, parce que ça peut être sympa. Et le co-main event, c'était Taylor Lapillus, son retour, après son départ de l'UFC. Il a décidé donc de s'engager au PFL, puisque l'offre de l'UFC ne le satisfaisait pas à ce moment-là de sa carrière et sur tout ce qu'il proposait sportivement. Il voyait pas de vraie construction autour de lui contre Ali Taleb. C'est fort, Ali Taleb. On en avait parlé avec Taylor parce que ce combat il était prévu à Paris normalement. Mais je pense que c'est un bon match-up pour Taylor. Et même si c'est fort en face, je pense qu'il va nous faire une masterclass. J'avais une question un peu titillante, mais je comprends parce que c'est en Belgique et que Patrick c'est la star locale. Mais ça me titille un peu de voir Patrick Abirora main event devant Taylor Lapillus. Mais c'est évident. Mais après, je te dis, aujourd'hui, le MMA, c'est un sport de l'instant. Taylor, il est français. Et puis, ils ont sûrement jugé que c'était plus vendeur de mettre Patrick. Mais sportivement, pour l'instant. Mais il en est conscient, Patrick. Hein. Oui, ça, c'est pas un reproche à Patrick mais du bien tout. Bien sûr que le mec, le GOAT de l'événement, c'était Taylor Lapillus. Pour moi, il n'y a pas photo une seule seconde. Mais effectivement, là, c'est en Belgique. Et je pense qu'au niveau vente de place et tout, Patrick, il y a une très grosse communauté qui le suit quand même maintenant.
16 combats au programme, c'est un programme hyper dense pour le coup à Bruxelles. Là, ils vont vraiment bien mater du MMA. Je pense que l'événement va durer un bon petit temps. Tu disais match-up plutôt favorable pour Taylor contre Ali Taleb. Ouais, pour moi, il a vraiment les armes pour... Taleb, il a qu'une seule défaite, il a 12-1, mais Taylor, il a vraiment les armes pour le faire douter, notamment sur sa boxe et ses déplacements. Donc, hâte de voir ça. Parce qu'en plus, j'ai vu un petit peu... sans rentrer trop dans le détail, j'ai vu qu'il était très très bien préparé, qu'il avait fait un très bon camp. En fait, il a prolongé un camp. Mais bon, ça, c'est tous les deux, parce que c'était vraiment l'adversaire qu'il avait initialement prévu à Paris. Donc, hâte de voir ce combat. Ouais. Et un rappel, parce que Taylor, moi, je le disais souvent avec Baba à l'époque, mais Taylor, c'est le beau combat, quoi. Moi, j'ai toujours adoré voir Taylor combattre, et j'adorerais toujours voir Taylor combattre, parce que, alors, c'est son style, qui parfois, il lui est reproché, parce qu'il y a moins de KO et de choses comme ça. Mais si vous voulez voir de la maîtrise technique, notamment sur l'anglaise, sur les phases debout, et même dans toutes les phases du jeu, Taylor, c'est du très haut niveau. Taylor, c'est fort. C'est du très haut niveau. Il y a un combat qui m'excite beaucoup sur cette carte aussi, Aldric. Ibragimov contre Mathis Duragrin. Ouais, il fait parler ce combat. Ouais. Bah, tu sais que j'aime les oppositions. Je t'ai dit, soit franco-français, soit j'aime bien. Ce qui m'énerve un peu maintenant, des fois, avec les prospects, c'est qu'ils s'affrontent pas assez. Eh ben là, on y va. Ah, c'est vrai. On y va. Deux mecs, tu vois, qui ont beaucoup de talent, qui sont considérés comme des mecs qui peuvent avoir un avenir. On y va, on se teste. Non, c'est un très bon combat. Mais tu sais que la carte, vraiment, elle est belle. Ouais, il y a Movsar aussi. Enfin, il y a plein de gens. Il y a plein de gens cool, des Belges. Movsar Ibragimov, donc il vient de signer aussi au PFL. Ouais, tous les talents qui ont fait l'AEF aussi. Tu sais, la dernière fois, j'avais fait une petite review de l'AEF Belgique. Et du coup, il y en a un paquet aussi qui était sur cette carte de Belgique, dont Movsar, mais il y a Khamzat Tabayev aussi. Ah, c'est ce que j'allais dire. Khamzat Tabayev. Ouais. Et donc, vraiment intéressant. Allez, je fais une petite passe D à Salvo Gudiché qui a fait sa prépa au Boxing Squad, donc qui fera le premier combat de la soirée. Mais c'est une très belle carte. Dean Garnett, très très fort Dean Garnett aussi. Vraiment, là, le tournoi à 135 est fou. Parce qu'on sait qu'il y aura... C'est pour le PFL Europe. Voilà, il y a en fait, cette carte, elle est effectivement pleine de Belges et de super fights, mais à la base, c'est le tournoi du PFL Europe. Donc, Dean Garnett, monstrueux, vraiment. Non, mais ils sont, pour le coup, je trouve qu'ils sont bien gâtés, nos amis bruxellois. Ils vont avoir une belle soirée de MMA. Dans le tournoi à 135, pas mal de Français. Mayo Campanella, Anas Azizoul qui avait perdu contre Barissa Diguzel du Boxing Squad pour la ceinture de l'Hexagone, et Julien Lopez également. Donc, il y a pas mal de prospects autour. Pour moi, le favori, c'est rien contre les Français, c'est Dean Garnett. Je trouve létal et monstrueux à 135. Même si Garnett, Azizoun, vu que c'est deux gros strikers, ça peut être très intéressant aussi. Ça nous donne envie déjà de voir cette soirée-là qui sera belle. Dernier petit mot, il y a Boris quand même, l'ancien champion du COF aussi, 84 et 93. Je crois qu'il avait ces deux ceintures au COF. Donc non, c'est une très belle carte. Ouais, ils ont bien matché. T'as picoré un peu partout du haut, tu vois, t'as Salvo qui commence dès le début. Enfin, tu peux picorer sur toute la carte. Il y a des choses à manger. Et on finit rapidos, mais il y a aussi un autre événement PFL, c'est le MENA, donc autre région, Moyen-Orient pour le coup, où on aura plusieurs représentants. Le vendredi soir, donc la veille de Bruxelles qui sera samedi, ce sera à Riyad, et on a plusieurs forces françaises qui sont là, Aldric, Mokhtar Benkassi, choc franco-français aussi, Elias Boudegzan contre Mehdi Saadi. Ouais. Donc ça c'est un direct. banger. Je veux dire, Mehdi qui avait échoué de très près à la ceinture de l'Ares, et Elias qui a combattu partout à l'UO Warrior, au Brève, et c'est un banger. Le tournoi 135, il est lourd aussi. C'est ce que j'allais dire, c'est le tournoi 135 du MENA, ça. Ouais. Donc, très gros choc là. Il y a également où est-ce qu'il est sur la carte, Mokhtar, il y a Mokhtar qui fait partie du tournoi aussi. Benkassi. Mais c'est simple, Mokhtar il est classé 3 en France. T'imagines? Donc c'est le numéro 3 français à 135. Et il y a aussi le numéro 3 canadien à 135, qui est Xavier Alaoui, que je connais très bien. Francophone. Canadien francophone aussi. Donc là, le tournoi, ça commence direct par un franco-français. Bah, ça, c'est fort. Hein. Franchement, Mehdi Elias, j'aurais aimé l'avoir à l'Ares, la carte, parce que là, on va en être privé. Elle est loin, elle est à Riyad. Parce qu'elle aurait pu se faire à l'Ares. Les deux y étaient à un moment. Elle se fera pas à l'Ares, elle se fera au MENA, mais c'est fort. Pour déterminer les classements en France, c'est très fort ce combat.
Voilà, si vous saviez pas quoi regarder en MMA dans un week-end où il n'y a pas l'UFC, je pense qu'on vous a donné quelques pistes déjà de choses à suivre côté français, côté aussi plus étranger. Donc, on va quand même se régaler avec un petit week-end de MMA. On va encore pas beaucoup dormir avec ça ce week-end. Écoute, c'est nos vies, on a choisi ça. Hein. Ouais, on va trouver un sponsor de matelas nous aussi. S'il nous écoute, on est là. Merci Aldric, on se retrouve bien sûr pour le Jab Culture cette semaine. On n'a pas encore décidé, on est toujours honnête avec nos amis de Jab Life. On est en pleine négociation. Voilà, on négocie sur le thème, mais comme d'habitude, on se posera des belles questions ou on fera des belles choses autour de notre passion du MMA comme d'habitude. Merci Aldric, on se retrouve très vite. À très vite. Dans Aldric NRB et sur Jab Live bien sûr. Salut à tous, ciao ciao les gars.